Bienvenue dans la secte de Louis Fauché. Vous voyez, on s'était pris beaucoup de peine, on a allumé des bougies, comme ça. Ce soir, j'aimerais rendre hommage à ces hommes et ces femmes anonymes ou célèbres, comme toi, qui sont restés debout dans l'adversité, pour avoir exprimé leur authenticité, pour avoir tenu des propos en dehors des clous, pour avoir résisté aux coups près totalitaires ou simplement aux horreurs de la guerre. Je pense à Alexandre Solzhenitsyn, Albert Camus ou Viktor Frankl, rescapés des camps de concentration, qui ont connu la disgrâce ou la tragédie de la guerre. Cependant, ils ont réussi à dire oui, oui à la vie en dépit de tout. Pour Frankl, ce qui faisait la différence entre ceux qui se maintenaient en vie et les autres ne tenait pas dans la force physique ou mentale. Cela tenait avant tout dans le fait de maintenir une vie intérieure riche. Pour les mal aimés, je pense à Jésus, à Nikola Tesla, à Jacques Benveniste et tous ces anonymes, héros du quotidien, crucifiés sur la croix de leur loyauté à leur valeur. Je pense à Niki, cette mère célibataire, héroïne de mon livre et de mon film La route de la joie, qui s'était battue contre le système de santé pour mourir à sa manière. Je pense aux 55 autres personnes ordinaires, extraordinaires, rencontrées sur ma route en 2018 à travers toute l'Europe, qui ont été et restent une source d'inspiration pour leur entourage. Comment rester debout, malgré l'opprobre dont on vous couvre injustement, malgré les menaces, la diffamation, les insultes et les sanctions? Est-ce que le héros est voué à la souffrance? Car il ne fait pas bon être héros et vivant. Pour continuer à vivre, faut-il faire mourir le personnage social qui exprime sa vérité? Celui qui reçoit le statut de héros devient, quoi qu'il fasse, un exclu. Mais au fond, est-ce si grave d'être un exclu du monde ordinaire? Et si les héros nous montraient la direction d'un monde extraordinaire? Oui, le héros finit souvent isolé, soit par le rejet du grand public, soit par le harcèlement médiatique. Mais il arrive aussi qu'il soit réhabilité post-mortem ou, idéalement, de son vivant. C'est ce que je te souhaite, cher Louis. Je n'ai aucun doute que cette rédemption soit pour bientôt. Ce retournement est déjà en cours, comme nous avons pu l'observer cette semaine, à en lire le déferlement de réactions, de soutien à ton action, suite aux articles de la presse, comme à l'organisation de nos événements pour la liberté d'expression. Alors, merci à tous ces anonymes au cours de l'histoire qui ont l'audace et la foi de rester profondément humains au cœur de la barbarie, la force d'exprimer leur vérité au temps du mensonge et des manipulations. Merci à toi, cher Louis, si petit en taille, mais si grand dans ton action et ton courage. Pour réussir à garder ton cap en pleine tempête. À une époque où toute la société tente à se conformer à un modèle de pensée unique, plus proche de la machine que du cœur, tu es un exemple pour des milliers d'humains qui veulent rester des hommes. Comment, pour toi, la vie peut-elle conserver son sens en dépit de toutes les attaques que tu subis au quotidien? Comment réussis-tu, toi, à traverser tes peurs? C'est bien ce que nous allons explorer ce soir ensemble. Et si tu permets, je souhaite dédier cette soirée à un autre héros persécuté, assoiffé de vérité et de liberté comme nous, Julian Assange. Merci. Si tu peux me l'imprimer, je me le garderai pour les vieux jours. Un peu déprimé. Merci. Faudra occuper la retraite, quoi. Les premières fois qu'on a commencé à communiquer sur cette question de la réponse médiatique à l'organisation de cette soirée, pour moi, c'était complètement anodin. C'est-à-dire que c'est ce que je vis depuis 4 ans, quoi. Donc, c'est pas une grande nouveauté, quoi. J'ai pas trouvé une inventivité géniale dans les termes utilisés. Il n'y a pas eu
pas eu de grands trucs fracassants dans les différents chapeaux ou titres qui ont été mis. Donc, rien que de très banal. Et en même temps, dans ce très banal, là, il y a quelque chose qui s'installe au long cours, et qui s'installe de manière insinuante pour essayer d'empêcher qu'il puisse y avoir un dialogue, une réunion, qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble, avec toujours les mêmes mots. Toujours la dérive sectaire, toujours l'histoire de gourou, toujours l'extrême droite, toujours je sais pas quoi. C'est toujours la même chose qui revient, quoi, anti-vax, etc. Et je me suis dit que c'était probablement en miroir le credo des gens qui écrivaient ça. C'est-à-dire qu'il s'agissait de dire ce à quoi eux croyaient, pour se renforcer eux-mêmes, en se disant oh, heureusement on se protège de ça, quoi. Parce que ça viendrait faire vaciller leur univers, ça viendrait mettre en péril ce à quoi ils croient. Et ça traduit l'extrême fragilité dans laquelle ils sont rendus. Quand quelqu'un est plus capable de vous écouter, plus capable de même vous laisser vous réunir, qu'il est obligé d'aller créer tout un torrent de violence pour empêcher que ça arrive, c'est qu'au fond, c'est comme un père qui bat ses enfants. C'est qu'il perd les pédales, il a plus les moyens, il sait pas comment faire autrement, il est paumé, il a plus de ressources. Et pour moi, c'est un point très important dans tout ce qui nous arrive ces derniers temps. J'ai vu beaucoup de gens dire il faut réveiller les autres, il faut les éveiller, il y aurait les résistants et les endormis, etc. On en parlait tout à l'heure. Et je suis pas sûr que ce soit une bonne grille de lecture. Je pense qu'il y a des gens qui ont les ressources pour faire face à un certain nombre d'informations, comme si leur énergie vitale était suffisante pour faire face à une toxémie importante. Ils sont capables de faire face à un virus, ils sont capables de faire face à une information toxique. Ils sont capables de comprendre que les multinationales ne leur veulent pas du bien, que leurs gouvernements sont corrompus, parce qu'ils ont des ressources suffisantes pour faire face à ça. Et que ceux qui n'ont pas des ressources suffisantes, si jamais ils ont ces informations qui rentrent en eux, ça vient tout foutre en l'air. Toute leur vie tombe en morceaux. Et donc il faut qu'ils se protègent. Et au fond, la façon dont ils traversent ça, par le déni, par la colère, par l'envie de jeter l'anathème sur ceux qui viennent leur apporter de l'information, c'est un réflexe de survie. Et ça me met un peu de la compassion pour ces gens, pour même ces journalistes qui écrivent là des articles, parce que pour le moment c'est encore des vrais journalistes, mais en signant tous ces articles, tous les mêmes, ils ont déjà signé leur arrêt de mort. Demain ce sera ChatGPT, qui le fera mieux qu'eux, et de manière plus inventive en plus. Et donc ils sont déjà condamnés. Et c'est extrêmement triste de les voir s'enfermer là-dedans, dans en plus un métier qui n'a plus de sens. Si vous faites un article sur quelqu'un que vous n'avez même pas interrogé, mais votre métier n'a aucun sens. Vous êtes juste l'agent de propagande, le porte-voix des puissances d'argent qui vous financent. Or, c'est un constat généralisé de notre société. C'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des bullshit jobs, des métiers à la con, des boulots qui servent à rien. C'est une expression de David Graeber, hein, c'est pas de moi. Je suis pas grossier en général. David Graeber, c'est un anthropologue qui a dit il y a plus de 75%, 80% des gens aujourd'hui dans notre société occidentale qui font un travail qui n'a aucun sens. Et ils le savent. Et ça les rend malheureux. Et ils finissent, on a des témoignages, merci. On fera circuler le micro pour notre thérapie de groupe. Et ça les rend malheureux et ils finissent en burn-out, en dépression, parfois en suicide. Il y a eu des vagues de suicide dans certaines entreprises, etc. Et donc il y a un risque vital à continuer à faire ce genre de travail. Donc on peut dire que ces journalistes sont condamnés. Ils sont malades, ils vont pas bien. Et des gens malades qui vont pas bien, ils n'ont pas besoin qu'on leur crie dessus ou qu'on les défonce, ils ont besoin d'être soignés, d'être accompagnés dans leur chemin de guérison. Et je me pose tout le temps la question, comment faire ? Comment faire ? Comment on accompagne les gens ? Et c'est mon métier de soignant, c'est mon métier de médecin. Je ne peux pas prendre le pouvoir sur l'autre, je ne peux pas lui dire c'est ça que tu dois faire. Je peux que essayer de lui tenir la main s'il veut bien, pour lui l'aider à accomplir ce qu'il doit accomplir. Et je me souviens, pour vous donner un peu d'espoir, d'une journaliste de BFM TV. Alors BFM TV, je ne sais pas si vous l'avez chez vous. Hein. Chez nous, c'est du costaud. Hein. C'est non-stop, en boucle, avec des petits trucs sur le côté, ça flash de partout. Macron est gentil, Poutine est méchant, tout ça. Enfin voilà, des trucs. Au moins le monde est clair. Hein. Et une journaliste de BFM qui veut m'interroger, et je lui dis écoutez, tant que vous serez dans BFM, moi je sais que ça sert à rien, et donc non, désolé, j'ai pas envie quoi. Par contre, si vous quittez BFM un jour, je serais ravi de vous répondre. Puis elle est revenue 1 an et demi plus tard, elle m'a dit j'ai quitté BFM. Vous voulez bien me répondre ? Je dis ouais. Et on a fait une interview. Et elle avait eu la force de sortir du piège dans lequel elle était prise. Et donc ça me donne beaucoup d'espoir. Il y a les médias, mais il y a les humains à l'intérieur, il y a les grains, les journalistes. Et ça, c'est vivant, ça bouge.
Ça apprend, ça change, ça reprend contact, ça cherche la relation humaine, ça cherche le vif. Maintenant, je réponds toujours aux journalistes qui m'interrogent. Là, ils cherchent même pas à m'interroger, donc on s'en fout, mais je leur réponds toujours, et pendant des heures. Ils en peuvent plus. Pour essayer de toucher la part humaine en eux. On va essayer de parler ensemble de la question de la peur qui me semble centrale dans tout ce qu'on vit aujourd'hui. Et peut-être avant de commencer, juste si vous avez envie de vous étirer, de bâiller, de reprendre contact un tout petit peu avec le corps. Parce qu'au fond, mon intention, en tout cas dans cette soirée, c'est que vous repartiez avec les batteries rechargées. Parce que c'est ça qui se passe quand on célèbre collectivement quelque chose. C'est qu'on recharge collectivement les batteries, individuellement, et on charge même le lieu où on a été de l'énergie qu'on a célébrée ensemble. Ce que je veux dire par là, et je vais en reparler au long de mon propos, c'est que les humains, quand ils se mettent ensemble, arrivent à faire quelque chose d'absolument étonnant, qui est de mettre en résonance leurs énergies. La mise en résonance, c'est un phénomène physique qui est bien étudié, qui consiste à non pas additionner les énergies, mais les mettre en résonance, ça veut dire arriver à les mettre en synergie et à ce qu'elles soient beaucoup plus importantes que la somme de chacune, individuellement. Vous connaissez tous l'histoire des militaires qui marchent au pas sur un pont et qui font effondrer un pont. L'histoire des femmes qui vivent ensemble, que ce soit dans un monastère, un couvent ou parfois dans une colocation, qui ont leur menstruation au même moment, quand elles s'entendent bien et quand elles vivent vraiment ensemble. Les poissons qui forment des bancs de poissons et qui arrivent, sans se parler même, à tourner au bon moment, à prendre la bonne forme, etc. Ça reste un peu mystérieux. En Papouasie, il y a une rivière où, sur 200 km, des feux follets sont capables de clignoter ensemble à la même fréquence. Et c'est comme une énorme guirlande de Noël où ils clignotent tous ensemble. Puis peut-être vous avez vu pour certains des vidéos sur YouTube où on met des métronomes sur une planche de placo-plâtre, sur 2 rondins de bois, et on les met n'importe comment. Et au bout d'un moment, ils se mettent tous en phase. Ils font tous clac, clac. Et là, la planche, elle se met à vibrer dans tous les sens, presque prête à tomber. C'est ça le phénomène de mise en résonance. Et moi, c'est ce que je recherche. Parce que la mise en résonance fait que vous n'avez pas besoin d'être 60% de la population pour changer un système. Vous n'avez pas besoin d'être même majoritaire. Et vous avez entendu souvent cette idée qu'une minorité déterminée est capable de tout changer. Parce qu'effectivement, elle est capable de mettre en résonance. Et elle va même mettre en résonance les gens qui sont à l'intérieur du système et qui sont comme des molécules neutres qui, on leur dit d'aller à gauche, ils vont à gauche, on leur dit d'aller à droite, ils vont à droite, il n'y a pas de masque, ça sert à rien, ouais, ok, ouais, le masque est absolument nécessaire, il en faut absolument, ouais, ok. Et quoi qu'on leur dise, même l'inverse et son contraire d'un jour sur l'autre, c'est comme des dominos. Et donc, au fond, ils n'ont pas d'impact sur le réel. Eux, ils le subissent. Et donc, il ne s'agit même pas de les convaincre, il ne s'agit même pas de les éveiller, il ne s'agit pas de les transformer. C'est un travail intérieur et personnel avant. Exactement comme pour l'organisation d'une conférence comme aujourd'hui. Ce que disent les médias n'a aucun impact. Au contraire, il y a un effet Streisand qui fait que c'est rempli. À chaque fois. On a eu des salles de cinoche pour Tous résistants dans l'âme, qui est un film qu'on a fait sur la permaculture, sur les éco-constructions, etc. Où à chaque fois, il y avait 500, 600 personnes. Les tenanciers des cinémas, à chaque fois, ils disaient « on n'en avait que 10 pour Avatar. » Alors, il y avait personne, là, pour le dernier Astérix. Et des films qui sont financés à milliards, quoi. Donc, ils étaient vraiment très étonnés. Donc, sur cette idée de la peur, pour moi, elle est absolument centrale dans tout ce qu'on vit. Et on est passé dans une gouvernementalité par la peur. Tout est fait pour vous maintenir dans la terreur permanente, comme une scansion où on vous tape dessus tous les jours. Bam, 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 bam. Et je discutais avec Opaline l'autre jour, qui est ici, qui avait fondé l'école d'agroécologie voyageuse. Elle me racontait la théorie d'un boxeur, enfin la théorie du boxeur, tu pourrais en parler, qui est cette idée que si vous êtes maintenu sous des coups comme ça, bam, bam, et que ça s'arrête pas, vous aurez plus jamais la force de vous relever, quoi. Vous êtes dans les cordes, vous êtes au tapis déjà, vous êtes KO, c'est sûr et certain. Il suffit de trouver la bonne rythmique où vous tapez sur la personne. Alors là, on est en train de se faire taper dessus d'une manière extrêmement violente et à une rythmique très, très, très soutenue. Ça commence par le Covid, ça continue avec la guerre, ça continue avec la guerre en Israël, ça continue avec la monnaie, ça continue avec bouffer du grillon, le climat, etc. Ça ne s'arrête plus. Nous, en France, on a même eu quelque chose de très étonnant. Quand il manquait un sujet, ça a été les punaises de lit. Vous avez vu ça aussi ?
Ah oui, donc c'est bien un projet mondial. En tout cas européen. Parce que moi je pensais que c'était à Marseille au début, parce qu'effectivement on avait eu des punaises de lit à l'hôpital. Mais c'est chiant, hein, faut reconnaître. Il y a vraiment, il y a toujours vraiment quelque chose derrière. Il y a quelque chose, mais c'est pas la fin du monde. On va pas mourir à tous d'un coup des punaises de lit. Et puis un jour je parle des punaises de lit à Paris, et on me dit ah mais nous aussi on a la même chose. Dans tous les journaux pendant 3 semaines, les punaises de lit c'était la fin du monde quoi. Et vous aussi alors? Ok. Ah, je commence à comprendre, ouais. Donc, ça va de la guerre aux punaises de lit sans même, il n'y a même plus de gradation, quoi. C'est la terreur permanente. Et le pire, c'est que je parle de ces punaises de lit pendant une conférence, et à la fin, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui dit, vous savez, je suis venu en train, en fait, et j'ai pas pu m'empêcher de mettre du pchit anti-punaise de lit sur mon siège pendant tout le temps de mon trajet. Et il en était désolé, il était conscient que ça n'avait pas de sens. Mais pourtant, il l'avait fait. Et là, il y a quelque chose à creuser, quoi. Ça veut dire cette peur, elle marche malgré nous. Malgré toutes les barrières conscientes qu'on pourrait mettre, maintenir des gens dans la terreur, ça fonctionne. Ça fonctionne pourquoi? Pour prendre le pouvoir sur leur vie. Et je vais essayer d'expliquer ça en revenant presque tout à la base. Alors évidemment, tous ceux qui réfléchissent à ce qu'est la vie intra-utérine, à ce qui s'est passé avant, à l'épigénétique, aux mémoires transgénérationnelles, etc., vont me dire non, mais attends, c'est pas du tout le début. Enfin, il faut bien mettre un point de début, on va dire la naissance, ok? Juste avant la naissance, parce que c'est quand même globalement ça qu'on vit, quoi. De la naissance à la mort. Le reste, peut-être, mais... Et au moment de la naissance, il se passe quelque chose de très particulier. Le bébé était dans le ventre de sa mère, à 37 degrés, dans une lumière rose tamisée, nourri par le cordon ombilical, une perfusion, pas besoin de mâcher. Il flotte tranquillou, quoi. Il y a de la musique. Le battement du cœur de sa mère en rythme avec le sien. Et il est baigné d'ocytocine quand tout se passe bien. Il peut y avoir d'autres situations, bien sûr, hein, mais il peut pas rester là. Il peut pas, parce que plus il grandit, moins il a de place. Moins il a de place, plus il donne des coups, plus ça réagit, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce pied-là qui sort? Et il y a un moment où l'utérus va se contracter et se mettre en travail pour le faire sortir. Et il peut pas dire non. Il y a pas le choix. Il peut pas, si il dit non, il avorte sa vie. Il ne vivra pas. Et pour nous, c'est très important parce que un bébé qui est post-terme, et qu'il est au-delà du terme attendu, on commence à paniquer un peu en tant qu'anesthésiste, obstétricien, etc. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus de morti-naissance à ce moment-là. Et donc, on va déclencher l'accouchement. Parce qu'on veut pas qu'il reste là. Non, c'est trop confortable. Il faut sortir maintenant. Et effectivement, le truc va vaciller de partout. Il y aura plus d'eau, il y aura plus la perfusion va se tarir. Il va se retrouver à plus avoir à bouffer, plus d'oxygène, à s'étouffer presque, avec des variations sur les rythmes cardiaques fœtaux qu'on enregistre en permanence pendant l'accouchement, qui traduisent des souffrances fœtales aiguës, des moments de souffrance. Et il va devoir sortir. Et peut-être qu'il y a des sages-femmes parmi vous, des maïoticiens, mais malgré toutes les pratiques obstétricales qu'on peut faire pour essayer d'amoindrir le choc de la naissance, c'est un choc majeur qui va confronter l'enfant d'un coup à un monde gigantesque où il ne comprend rien et où il n'a aucun mot, même pour décrire ce qui se passe pour lui. Il est assailli de sensations, sa peau elle-même, la sensation de l'air, la chaleur, le froid, le petit bonnet qui gratte, le body trop serré qui le met comme ça. Et avec la couche en plus. Dans certaines matières, on lui met du jaune dans les yeux, de la rifampicine pour éviter certaines infections. Dans certaines matières, on lui passe une sonde gastrique pour vérifier que les coanes sont bien, il n'y a pas d'imperforation coanale juste derrière le nez, pour être sûr que ça passe. Et il y a une agression très très importante. Et il est perdu. Il n'y a plus de limite. Avant, quand il touchait le bord, il touchait le bord, quoi. On le voyait, nous, il y avait un pied ou une main. Mais ça, le monde avait une limite. Là, le monde, il est sans limite. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est un des réflexes, le réflexe de Moreau, un des réflexes fœtaux. Quand vous laissez tomber, le bébé fait comme ça, il s'étend et il cherche un peu. Quand vous le mettez sur une surface comme ça, il y a ce qu'on appelle la marche automatique. C'est assez marrant, on joue à ça avec les bébés des fois. On les fait marcher comme ça, ils se mettent à marcher. On dit, ils savent marcher, quoi, ils savent nager. Après, ils oublient. Mais donc, ils cherchent la limite. Et ils cherchent surtout quelque chose qui reviendrait de manière stable. Et c'est Marie Grenet qui me l'a appris, qui est pédiatre spécialisée dans le neurodéveloppement de l'enfant et qui avait fondé au moment de Réinfo Covid avec Réinfo Covid le groupe de santé pédiatrique.
et qui m'a expliqué qu'il y avait pas mal d'études qui avaient défini qu'un des premiers logiciels de la vie du nouveau-né était la recherche de 2 yeux, un nez, une bouche. Frénétique, partout. Où est-ce qu'il y a 2 yeux, un nez, une bouche? Vous imaginez la violence que c'est d'avoir masqué des mamans en salle d'accouchement, hein. Ça s'est passé en France, c'est pas en Suisse, mais nous, les mamans étaient obligées d'accoucher avec un masque. Extrêmement violent. Parce que le bébé, c'est ça qu'il cherche. Parce que s'il ne le trouve pas, il va mourir. Et donc, il faut absolument qu'il trouve cette figure référente. Cette figure référente, elle va définir un attachement sécure. Peut-être ça vous dit quelque chose pour ceux qui en connaissent les travaux de Bowlby, du professeur Bowlby, qui est un professeur écossais de psychiatrie, qui a beaucoup travaillé sur l'enfance, et qui a dit que c'était un besoin fondamental de l'enfant d'avoir des attachements sécures. C'est-à-dire des figures qui reviennent stables. Ils n'ont pas besoin d'être gentilles, parfaites, ni rien. Juste elles reviennent. Et il en a besoin. Ça peut s'appeler une maman, un papa, une nounou, un parrain, un papa d'adoption, une maman d'adoption. Peu importe, il faut quelqu'un qui revient. Et il y a une énorme angoisse dans l'absence de retour. Chaque fois que la maman disparaît, pour partir à une soirée, ou parce qu'elle a fermé la porte, quand le bébé est tout seul dans son berceau, elle pourrait ne jamais revenir. Il va lui falloir l'éternel retour, la présence de refrains. Et au fond, ces refrains vont constituer, qui sont ces figures d'attachement, hein, mais aussi des pratiques quotidiennes. Le biberon du soir, le câlin du matin, la petite chansonnette qui est toujours la même quand il y a un câlin, vont être, et même le bercement, la fréquence du bercement qui va être toujours la même, va être extrêmement rassurant, va créer une réalité. Une réalité qu'il peut habiter. Sinon, c'est trop grand, c'est inhabitable, c'est incompréhensible. Et ça fait peur. Il y a une frayeur atroce et immense au moment de la naissance pour l'enfant, et ensuite tout le temps. Et souvent on dit, ah, l'enfance c'est une période merveilleuse, etc. Non, c'est rempli de frayeur, c'est rempli de monstres, dans tous les sens. Il y a des monstres sous le lit, il y en a à l'école, il y en a dans les rues, il y en a partout. L'enfant, et je vais revenir à cette idée de la fabrique des monstres. Pourquoi est-ce qu'on fabrique des monstres? Et quelle correspondance ça peut avoir avec ce qui nous arrive aujourd'hui? Ok, donc l'enfant doit sortir, il doit naître, il est chassé du paradis. C'est la chute du paradis. Il y a toute une littérature sur le sujet, vous lirez John Milton sur le sujet, et notamment un poème qui s'appelle Paradise Lost, Paradis perdu. Cette idée du paradis perdu, ça rejoint le livre de la Genèse. Vous savez, il y a deux récits de la Genèse, les 7 jours. Puis de l'autre côté, Adam et Ève qui a ciao, merci, poum, vous avez décidé d'être libre, et ben vous serez libre. Vous serez condamné à être libre et vous allez errer à poil avec une petite feuille de vigne. Mais contrairement au bébé, vous allez errer à poil sur la terre à essayer de comprendre ce qui vous arrive et à connaître et le bien et le mal. Les deux, vous ne pourrez pas y échapper. Vous ne connaîtrez pas que et le bien. Ça, c'était le jardin d'Éden perdu. Il va y avoir une sorte de volonté de reconstruire tout au long de la vie un Éden perdu, de revenir dans la matrice initiale. Un désir régressif de revenir dans le ventre de maman où tout allait bien, dans l'Éden où Dieu veillait à tout et où j'étais nourri. Ce désir régressif, il va se manifester dans la constitution d'une famille, dans la constitution d'un travail bien stabilisé où c'est toujours la même chose, un espace de sécurité, dans des habitudes de vie dans lesquelles on va s'enfermer. On va peupler notre vie de refrains, jusqu'à y compris le langage. Le langage n'est qu'un refrain. C'est quelques phonèmes qui vibrent sur les cordes vocales et qui, reviennent, vaille que vaille. Et on apprend le langage par les écholalies. Face à sa maman, on fait bah, elle fait ah oui, bah, c'est ça, oui, bah. Et là, on prend conscience du bas par le miroir du retour. Et ça y est, on peut intégrer le bas comme un élément de communication avec la matrice perdue. Ok. Figure d'attachement, répétition, pour pouvoir exister dans ce monde qui est trop grand et trop effrayant et où je risquerais de mourir si je n'en avais pas. Et ces figures d'attachement, ces répétitions vont essayer de reconstituer cet Éden perdu artefactuel et culturel. Artefactuel, la maison, le nid. Le nid, c'est essayer de refaire l'Éden perdu. La baraque que pendant des années, papa va faire pour du BA13, etc. C'est essayer de reconstituer un Éden perdu. Et puis une fois qu'elle est finie, on divorce. J'en ai vu plein, comme ça. Ils passent des années à faire la baraque et ils divorcent. Merde, qu'est-ce qui est passé, quoi? Parce qu'en fait, c'est pas fait pour vivre au long cours comme ça. Il va falloir se reconfronter au monde tout le temps. Ok.
j'ai plein d'exemples de refrains comme ça, qui constituent finalement les éternels retours culturels dont on a besoin pour exister dans le monde. Mais ce que j'essaie de vous signifier, c'est qu'au fond, ces refrains forment comme une carte, une cartographie du monde. Ils ne sont pas le monde. La carte n'est pas le territoire. Ils sont une image du monde imparfaite, caricaturale, grossière, figée, qui ne traduit pas la mobilité du réel, mais qui permet de se diriger et d'habiter. Il y a un exemple qui est très frappant pour ça, ce qu'on appelle les songlines, peut-être ça vous dit quelque chose en Australie, chez les aborigènes. Les aborigènes se transmettent culturellement des chansons. Et ces chansons sont des chemins. Elles sont en fait une carte du bush. Le bush est inhabitable. Le vent, la tempête, le sable, rien à bouffer, pas d'eau, le soleil qui tape. Et les songlines donnent des chemins pour réussir à habiter à l'intérieur de ce désert. Et on chantonne. Derrière le petit rocher rouge, il y a une source, derrière la source, il y a un serpent, attention au serpent, derrière le serpent, il y a une montagne que je vois au loin, etc. Et c'est le chemin qui est chanté et scandé à mesure, qui se forme sous les pieds du marcheur, et qui lui ouvre le territoire dans lequel il peut habiter et il peut vivre. Il y a de quoi manger, il y a de quoi se repérer, il y a de quoi arriver jusqu'aux zones sacrées. Mais même notre science n'est qu'une répétition imparfaite, une cartographie, une tentative de cartographie du réel. Vous savez bien qu'une théorie scientifique n'est pas le réel. Théorie scientifique. La gravitation universelle. Si je lâche ce truc, ça tombe. Bon, on est à peu près tous d'accord. Si je le lâche encore, ça tombe. Je vais répéter ça, jusqu'à ce que la pomme me soit tombée suffisamment sur la tête pour dire il y a la gravitation universelle. Mais c'est pas vrai. On sait très bien que c'est pas vrai. Parce que il y a d'autres gens qui ont démontré que si jamais on pense tous très fort et qu'on ressent que si je lâche ce truc, il peut rester en l'air, parce que ça c'est la physique quantique, il y a une probabilité non négligeable qu'il puisse rester en l'air, et ben il restera en l'air. Vous pensez pas assez fort. Et à l'évidence, pourtant c'est possible. J'essaye, ça fait plusieurs fois que j'essaye. Mais j'aimerais bien qu'un jour le truc tienne en l'air. Putain, 24 heures est là, ils ont filmé ou pas? Parce que ça, ce serait beau, quoi. Là, on se serait mis en résonance sur quelque chose. On aurait bâti une réalité collective. Cette réalité que je bâtis individuellement par des répétitions, des refrains, des rengaines, des figures d'attachement pérennes, nous la bâtissons aussi ensemble. C'est-à-dire que ma réalité, ta réalité sont deux bulles dans lesquelles nous existons à travers le monde. Mais c'est pas le même monde dans lequel on vit. On le voit pas pareil, on le comprend pas pareil, on le vit pas pareil. Est-ce que ces bulles peuvent se toucher? Est-ce qu'elles peuvent devenir poreuses? Est-ce que comme les bulles de savon, elles peuvent s'assembler et faire une grosse bulle dans laquelle on vit ensemble, quelque chose de cohérent? On passe son temps à le faire au sein d'une famille, puis au sein d'un travail, puis etc. On passe son temps à redéfinir les ritualités collectives pour essayer d'être en cohérence ensemble. L'être humain est un être de refrain, très profondément. Vous le savez, quand vous écoutez une chanson, c'est le refrain qui revient. Les couplets, ouais. Danser encore, ok, ouais, danser encore, HK, ça va, je me souviens. Mais les couplets, nous sommes des oiseaux de passage, jamais trop, ok. Vous savez plus trop, mais c'est pas grave. Danser encore, ok, ça reprend, on danse encore. Et toute notre structure rythmique, elle est faite comme ça, par des répétitions. Mais ces répétitions peuvent être toxiques. On peut s'y enfermer. On peut s'y enfermer parce que le monde ferait tellement peur qu'on n'admettrait jamais un changement dans ces répétitions. Et on passe tous notre temps à s'enfermer dans des habitudes, jusqu'à la folie. Vous connaissez peut-être un syndrome qui s'appelle les TOC. Vous savez ce que c'est? Les troubles obsessionnels et compulsifs. C'est au DSM-6, et dans la classification des maladies psychiatriques, il y a l'idée que certaines personnes ont des obsessions, c'est-à-dire des idées qui reviennent en boucle. Est-ce que j'ai bien fermé la porte? Et puis plein d'angoisses liées à ça. Je pourrais être cambriolé, mais je suis pas chez moi en plus. Si on est cambriolé chez moi, comment on va faire avec l'assurance? Je suis invité par des gens à Aubonne. Attendez, je vais regarder si j'ai fermé. Ces obsessions vont être tellement envahissantes qu'elles vont prendre tout le champ de ma conscience. Je vais pas pouvoir penser à autre chose. Et même si j'essaye volontairement de penser à autre chose, ça va revenir tout seul.
À tel point que je vais être obligé de bâtir des rituels, des compulsions, troubles obsessionnels et compulsifs, des choses que je ne peux pas m'empêcher de faire, pour essayer de conjurer ces obsessions. Mettre un masque en 2024, en février, FFP2, dans sa voiture ou en pleine rue, c'est pas rationnel. C'est un TOC. C'est un rituel contraphobique pour essayer d'éviter d'avoir peur. Et je pense que l'immense majorité des gens qui ont des TOC, quand vous leur parlez de TOC, ils savent que ça n'a aucun sens. Consciemment, ils vous disent « oui, je sais, mais je peux pas m'en empêcher ». Et peut-être que dans la salle, il y a des gens, parfois ils prennent leur téléphone, ils savent même pas pourquoi, ils le regardent, hop, ils font comme ça, toc, et ils le remettent. Ce geste-là, que vous voyez tout le temps dans les rues, là, plein de gens font ça. Ils font comme ça, ils touchent leur truc, leur doudou. On a tous des doudous, mais jusqu'à un certain âge, normalement. Au moment où le doudou, on le laisse à la maison, on arrive à arpenter le monde sans son doudou. Non, là, il faut qu'il renifle l'odeur de vieille serpillière du doudou et qu'il le remette dans la poche, quoi. Parce que le monde fait peur. Ok, donc ces rituels-là, ils sont comme des petits refuges qui viennent peupler notre vie régulièrement. Mais ils peuvent nous y enfermer, et surtout, si quelqu'un se met dans ces refuges-là, il prend du pouvoir sur nous. Parce que dans ces moments-là, où on est dans nos rituels, dans nos refrains, sont des moments hypnotiques. Hypnotiques au sens d'état modifié de conscience. Vous savez qu'en hypnose, on différencie les états ordinaires de conscience et les états modifiés de conscience. En fait, dans une journée, on parcourt tout le temps les deux. Mais les états ordinaires de conscience, c'est une grammaire logique qui est commune. Je lâche ce truc, ça tombe. On est tous d'accord, on est dans le conditionnement d'espèce. On agit de manière un peu automatique dans l'état ordinaire de conscience. Nos relations causales aux choses sont rationnelles. Alors que dans les états modifiés de conscience, au contraire, ça c'est à moi. J'entends cette musique-là, elle me fait penser à mon mariage, ça me fait sourire, c'est à moi, je vous la fais écouter, vous n'aurez pas ça, vous n'avez pas créé cette concaténation logique entre cette musique et ce sentiment-là. Donc dans les états modifiés de conscience, il se trouve qu'on est capable de changer les chaînes logiques qui relient deux événements. Et de dire non, cette musique d'un coup, elle va devenir quelque chose de terrible. Parce que j'étais en état modifié de conscience négatif, en train de me faire agresser, avec cette musique-là dans ma voiture, et que l'agression que j'ai eue, on m'a carjacké ou je sais pas quoi, est maintenant liée à cette musique. Ah d'accord, il y a des états modifiés de conscience positifs et négatifs. Positif, c'est une réassurance extrême, tout va bien. Vous êtes dans la salle, tous ensemble, tout va bien. Vous êtes dans la douche, ouais, vous êtes sous votre douche, tout va bien. Vous êtes sur l'autoroute en train de conduire, voilà, bon, ça se déroule. Vous êtes en état modifié de conscience. Les états positifs. Les états modifiés de conscience négatifs, au contraire, vous êtes en train d'écouter de la musique ou de jouer de la musique. Vous êtes en état modifié de conscience négatif. Très souvent, pour arriver à un état modifié de conscience négatif, on passe par une concentration. La concentration, c'est vous faites une activité précise. Ça peut être la musique, ça peut être de l'artisanat, ça peut être du jardinage, ça peut être d'écouter quelque chose. Mais vous êtes en état modifié de conscience positif. Et il y a des états modifiés de conscience négatifs. Vous vous faites agresser, vous faites taper dessus. Vous avez peur d'un examen qui va arriver. Dans ces états modifiés, vous avez un diagnostic très facile pour dire je suis en état modifié de conscience ou je ne le suis pas. C'est la question du cours du temps. En état modifié de conscience, le cours du temps n'est pas celui de la seconde, de la minute et de l'heure. C'est autre chose. C'est très long, c'est très court. On était en train de jouer avec les enfants. J'ai pas vu le temps passer. Oula, ça fait 1 heure. J'étais dans Twitter. J'ai mis ça. Il m'a pris ça. J'ai pensé que j'avais passé 5 minutes. Ça fait 17 minutes que j'y suis. Waouh. J'étais en état modifié de conscience. Et en état modifié de conscience, nous changeons les rapports rationnels, logiques entre des événements et des idées. Ah, mais attention, faites attention. Qui est-ce qui rentre dans vos moments d'intimité, d'état modifié de conscience? Combien il y a de personnes dans votre douche quand vous pensez à Macron? Quand vous pensez à Bruno Le Maire, à Berset, c'est ça? On en parlait tout à l'heure. Pourquoi vous les laissez rentrer dans votre douche? Dans votre douche, il y a vous et votre corps, point à la ligne. Et éventuellement, les gens que vous aimez. Mais on ne veut pas savoir. Et c'est très important, ça a une sorte d'ascèse, de discipline quotidienne de votre relation à ces états modifiés de conscience.
Parce que si vous y laissez rentrer une routine toxique, elle va faire partie de vous. On a tous été affectés évidemment ces 3 dernières années par des formes de pression, d'intimidation, la peur du rejet de la famille, la peur du rejet d'une collectivité professionnelle. Comment traverser une peur par rapport au jugement de l'autre, par rapport à l'exclusion? Cette peur de l'exclusion, elle est très, très importante, ouais, et la peur du rejet. Pourquoi? Parce que l'être humain est un être de parité avant d'être un être de vérité. Il préfère être avec ses pairs, préfère être avec les autres, plutôt que la vérité. C'est plus important pour lui. Il s'en fout en fait de dire n'importe quoi. Et j'ai des amis sociologues qui m'ont très bien expliqué que nos opinions, nos pensées, n'ont rien à voir avec la vérité, n'ont rien à voir avec même ce qu'on est nous. Vous n'êtes pas vos pensées ou vos opinions. Les opinions et vos pensées sont des clés d'entrée dans des groupes sociaux. Vous allez chez des copains qui sont plus à gauche, ce soir-là, vous serez plus à gauche. Vous allez chez des copains qui sont plus écolos, ce soir-là, vous serez plus écolo. Et vous serez sensible à la question environnementale, etc. Alors que avec d'autres, vous n'en avez rien à foutre. Vous êtes avec des copains plus à droite, vous serez plus à droite, et ainsi de suite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos pensées sont labiles, elles passent leur temps à changer, nos opinions aussi. Et elles s'adaptent, elles se conforment pour pouvoir rentrer dans le groupe social dont on fait partie. Parce que nous sommes très profondément des êtres de lien, des êtres de partage, des êtres politiques, des êtres sociaux, des êtres d'amour, on peut dire, qui a été compris par toutes les religions, en particulier par le christianisme. Nous sommes des êtres d'amour, et c'est à la fois notre beauté, nous pouvons nous assembler avec d'autres et faire d'immenses choses avec d'autres, mais c'est aussi notre faille. Parce que si nous sommes menacés d'ostracisme, si nous sommes menacés de ne plus faire partie du clan ou du groupe, nous allons consentir à tout, à tous les mensonges, à toutes les compromissions. Et vous savez que la peine la plus importante dans la Grèce antique, c'était pas la mort, c'était d'être chassé de la cité, d'être ostracisé et de devoir errer seul, sans rien. Ce qui est exactement arrivé aux soignants suspendus en France. C'est-à-dire, vous soumettez à une injection dont vous voulez pas, et c'est pas le sujet de la soirée d'en discuter. Mine de rien, la pression est énorme. Si vous sortez du groupe, vous êtes tout seul et vous allez crever. Vous êtes comme ce bébé qui est né et qui n'a plus de figure d'attachement. À bas bruit, ça nous est tous arrivé, c'est-à-dire ne plus commencer à penser comme tout le monde sur la question du Covid, mais je suis seul, je suis fou. Il n'y a que moi, en fait. Et heureusement, il y a eu des Christian Perron, des Didier Raoult. Ils ont leurs défauts. Mais Didier Raoult, tous les mardis, faisait sa vidéo. Il y a plein de gens, ils l'attendaient. Ils disaient, c'est mardi, il n'a pas encore parlé, là. J'espère qu'il va parler quand même. Il y a plein de gens qui ont regardé le conseil scientifique indépendant qu'on a fait le jeudi soir. Ils ont dit, ah, c'est jeudi, c'est CSI. Et c'était une expression pour eux. C'était devenu une répétition. Ah, c'est jeudi, c'est CSI, c'est cool. Et il y en a qui m'ont dit, ah, c'est comme la messe. J'étais un peu surpris. De quoi vous parlez, je vois pas bien le rapport. Ah, c'est comme la messe, je comprends rien, mais ça me fait du bien. Et oui, c'est profondément cette chose-là qu'on vient chercher dans la ritualisation collective. C'est à recharger les batteries. Nous rechargeons les batteries à chaque fois que nous sommes ensemble et que nous célébrons quelque chose de beau. Ça rejoint ce que je vous ai dit au début de mon topo. C'est très très profond, parce que cette chose-là nous rend extrêmement puissants. Je vais vous donner des exemples pour essayer de le rendre de manière sensible. Quand vous passez à côté d'une prison, vous ressentez toute la noirceur d'une prison sans avoir besoin d'y rentrer. Quand tous les gens qui sont allés à Auschwitz, à Birkenau, etc., vous racontent que la Terre a bu la violence, qu'elle l'a su en permanence, que c'est intenable de rester là. En plus, c'est scénarisé pour ça. Mais c'est intenable. Alors qu'il n'y a plus de chambre à gaz. Il n'y a plus de camp en cours. Pourtant, c'est encore là. Comme s'il y avait une trace dans la matière. Et à l'inverse, quand quelque chose de beau se passe, de chouette, ça reste aussi. Vous passez à côté d'une école primaire pour enfants où il y a les petits toboggans colorés, les petites cartes du monde, les petites traces de main avec des peintures et tout, les jouets qui traînent. Vous ressentez toute la joie de l'enfance, tout ce qui s'est passé aussi à ce moment-là de l'enfance. C'est là, même s'il n'y a pas d'enfants en train de jouer, vous entendez presque leur rire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de charger des lieux. Et il n'y a pas besoin d'être nombreux pour le faire. Vous savez peut-être que dans le christianisme, dans le catholicisme notamment, une église reste consacrée tant qu'il y a une messe par an qui est célébrée. S'il n'y a pas une messe par an qui est célébrée, elle n'est plus consacrée. Elle a perdu l'énergie. Il n'y a plus rien.
Et donc, il suffirait d'une seule fois par an, on se réunit ensemble. Probablement, on a besoin de beaucoup plus actuellement. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on a foot le jeudi soir. On va célébrer ensemble, pas besoin que ça s'appelle la messe, hein. On va célébrer ensemble un truc qui est de jouer au ballon. Et le stade, il en est imprégné. Vous allez dans un stade vide, bon, presque, vous êtes prêt à courir, quoi. Vous allez dans un dojo, même vide, vous êtes prêt à passer un kimono et à faire de l'aïkido ou je sais pas quoi. Vous allez au cours de dessin à l'endroit où il y a toutes les... C'est pareil. Les lieux sont chargés. Et les gens sont chargés aussi au sens d'une pile, hein. Vraiment, je le vois comme ça, moi. La jauge d'énergie quand vous branchez votre truc pour le recharger, quoi. Et ça, c'est fou, c'est que cette énergie, elle nous est donnée tout le temps. C'est très facile. Il s'agit d'être deux. Vous savez, dans le catholicisme, c'est pareil, hein. Jésus le dit comme ça, il dit « Si vous êtes plus de deux réunis en mon nom, je serai au milieu de vous ». C'est la version catho. Mais vous avez la version laïque, si vous êtes deux déjà à faire une conversation sympa et à célébrer quelque chose ensemble de manière rituelle, on va se raconter nos vieux souvenirs du Covid. Alors ça peut nous plomber, hein. Donc il y a un choix à faire, volontaire, pour tenir le coup et tenir face à cette ostracisation, c'est de recomposer des groupes sociaux qui nous permettent de sortir, d'accepter de sortir du groupe dont on faisait partie. Et il y a beaucoup de gens qui ont perdu plein d'amis dans cette salle, hein, j'en suis persuadé, moi le premier, mais qui en ont retrouvé plein d'autres. Avec une autre qualité d'ailleurs, d'amitié, peut-être plus forte, plus inconditionnelle. Il y a des gens qui se sont fâchés avec leur famille. C'est extrêmement douloureux, extrêmement violent. Et qui essayent de revenir au contact de leur famille en essayant de les convaincre qu'ils ont raison sur la question du vaccin, du Covid, etc. Bien sûr que non. C'est pas comme ça que vous pourrez faire. Ça marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est juste un constat pragmatique. C'est pas théorique ce que je vous dis. Ça ne marchera pas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est remettre en place des espaces rituels, conviviaux et intimes. Ah, on en vient à une autre question. Tous ces problèmes-là ne sont pas résolus de manière publique. Vous avez peut-être vu des gens essayer de résoudre des conflits sur Twitter. Ça marche pas. Ça ne fait qu'attiser les conflits en général. On ne lave pas son linge sale en public. On le lave en famille, de manière intime, parce que c'est le seul endroit où on peut avoir suffisamment confiance les uns dans les autres pour traverser le conflit et la souffrance. Au Maghreb et à Marseille, il y a une habitude qui est que quand on se dit bonjour, on se serre la louche et ça dure très longtemps. Ça va la famille? Là, ben, alhamdoulilah, ça va. Et ça va le travail? Ah, ça va, ouais, ça va, mais ça vient, mais ça va, là, ben, alhamdoulilah. Ah, et la santé, comment ça va la santé? Ah, la santé, tu sais, maman est un peu malade, mais moi ça va, là, ben, alhamdoulilah. Et ça dure, et on valide, on ratifie toutes les choses les plus importantes. La famille, la santé, le travail, etc. Et une fois que ça s'est posé, et c'est rituel, hein, c'est la baisse, alhamdoulilah, hein, merci, enfin ça va, merci Seigneur. Et ben là, on peut commencer à discuter business. Et peut-être se fâcher. Mais comme tout le reste, le plus important a été posé de manière rituelle, que ça y est, on est dans un espace intime où, quoi qu'il arrive, ça, le plus important, ça restera stable, on va pouvoir traverser des conflits. Donc si vous arrivez dans la rue, à 300 mètres, votre beau-frère vous voit venir, il fait « Ouh putain, il va me parler du vaccin. » « Ouh putain, elle a... Oh. » Et vous avez peut-être remarqué que certains collègues de travail ne vous voient même pas. C'est incroyable quand on y pense. Moi j'ai eu cette expérience, j'avais pas de masque dans le RER à Paris, en plein dans le masquage ambiance délire maximale. Personne ne me voyait. Les gens ne me voyaient pas, physiquement. Je passais au milieu d'eux, j'étais comme un spectre. C'était incroyable. C'était insupportable pour eux que je fasse partie de leur réalité. Vous imaginez, je venais tout foutre en l'air. Et donc il y avait un déni, quoi. Ils ne voyaient pas le verre qui tient en l'air. La personne non masquée. Et donc un des enjeux, c'est de recréer d'abord des espaces intimes, de comprendre que c'est d'abord comment ça va la famille, comment ça va les enfants, comment ça va le travail. Là, ben, alhamdoulilah, ça va. Une fois que vous aurez fait ça, peut-être vous pourrez discuter du vaccin. C'est même pas sûr. Et donc ça commence par dire ah, Gérard, votre beau-frère, hein, celui-là. Gérard, on boit un coup là, viens à la maison, je t'invite, tout ça. Hop, une bouteille de rouge, hop, premier verre. On discute du Covid, genre, ah non, tu me gonfles, c'est bon. Deuxième verre, toc, on y va. Troisième verre, peut-être. Là, il va dire, Gérard, Louis, on discute du Covid. C'est lui qui va dire. Ou peut-être qu'il va me dire, mais si on s'en fout, le Covid, Louis, ah, laisse tomber ce truc-là. Et c'est moi qui, au troisième verre de rouge, je vais faire, ah, t'as raison, on s'en fout. J'ai niqué 4 ans de ma vie pour ça, mais ça, c'est pas grave.
Et c'est lui qui aura raison. C'est lui qui gardait le plus important. Dans la rue, chez nous, la plupart des gens étaient assez au courant de ce qu'on pouvait penser, même si on n'avait pas eu besoin de leur dire. Et pas tous d'accord, évidemment. Et il y a quelqu'un qui n'était pas d'accord, qui a été vacciné, etc. Pour autant, tous les ans, à Noël, il nous a amené la pompe à huile. La pompe à huile, c'est quoi? C'est un gâteau avec des grains d'anis, etc., enfin d'anis étoilé. C'est une tradition provençale. Et il le faisait avant, et il a continué à le faire. Et il continue à le faire maintenant. Mais c'est lui qui a raison. C'est ça le plus important, c'est maintenir ce rituel-là, quel que soit ce qu'on est en train de traverser. Et il n'a jamais posé de questions sur est-ce que vous êtes vacciné, pas vacciné, qu'est-ce qu'il faut penser? On s'en fout, je t'amène la pompe à huile. Donc voilà, c'est peut-être un élément de réponse à ta question, c'est pour traverser tout ça, recréer des moments rituels, intimes, sécurisés, qui célèbrent le beau, le bon, le bien, le partage, la justesse, la beauté. Et ça permet de traverser les crises. Ça permet de traverser l'aléa, ok, il se passe tout ça, mais c'est pas grave. Et pour vous donner un exemple, dans Réinfo Covid, chaque réunion, on avait des réunions de tous les coordinateurs tous les lundis soirs. Donc on était une trentaine à peu près sur des visioconférences, quoi. On a appris à manier Zoom, on ne connaissait pas. Et c'est devenu très vite très ritualisé, sans même qu'on choisisse, hein, mais lié aux choses qu'on avait apprises en gouvernance partagée. On commence par un temps de centrage méditatif. On ferme sa gueule, on est là pour bosser. Ok, on laisse le boulot derrière. Ça va, la journée. Juste une minute comme ça, à se centrer. Juste ça déjà, on avait déjà remonté les batteries. En utilisant des techniques de méditation pleine conscience. Hein. Mais rien que ça permettait de recharger les batteries. Ce qui est très étonnant. Hein. C'est-à-dire en une minute, on est capable de reprendre, et juste par le contact avec le souffle. Ensuite, il y avait un temps de météo intérieure. C'est-à-dire chacun dit comment il se sent aujourd'hui, ce qu'il veut. Hein. Il n'est pas obligé, il peut partager, il peut ne pas le partager. Puis, juste combien de temps va durer la réunion, quels sont les gardiens du cercle, le maître du temps, le facilitateur, le secrétaire. Juste de poser ça, en fait, déjà tout le monde était rechargé. Et après, on bossait super bien, dans un temps très défini, la réunion était toujours finie à l'heure. Et ça allait bien, quoi. Il y a des gens, alors ça c'est ce qu'on a fait dans l'Info Covid, mais les gens ils ont fait des apéros Zoom. Ils se sont rendus compte que même dans des réunions virtuelles, déjà ils se rechargeaient aussi les batteries, même empêchés de se voir en vrai. Et pour moi c'est très très important de renouer avec cette question rituelle et au fond, ce que fait Planète Positive, ce que les événementiels qui sont faits aussi par le mouvement fédératif, c'est comme ça qu'on dit, mouvement fédératif roman, font partie de ritualités qui nous font du bien. Et au fond, foucher c'est un prétexte, on s'en fout quoi. Ou un autre. C'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est d'être ensemble. En fait, moi, je suis pétrifié de terreur. Et depuis tout petit. J'étais un froussard, moi. Pas du tout quelqu'un de courageux. Je faisais passer ma petite sœur devant moi à la maison pour aller jusqu'à notre chambre, parce que j'avais peur qu'il y ait des monstres qui jaillissent des chambres latérales. Sacré grand frère. Et j'avais même peur des livres dont vous êtes le héros de mon grand frère. Il y avait dessus des monstres, des vampires, des trucs comme ça, ça me terrifiait. Donc j'étais obligé de les cacher. Je les cachais dans la bibliothèque, je retournais leur couverture. Donc moi j'ai grandi dans un univers rempli de monstres. Et donc ceux qui sont là, je les trouve pas tellement plus terrifiants que les sorcières et les vampires, quoi. Ils ressemblent même. Et comment est-ce que, à mon sens, il ne s'agit pas de ne pas avoir peur. C'est pas la question. Le but, c'est pas, la peur est utile, elle est très intéressante. Elle nous est un signal que notre cohérence est en train de vaciller, que quelque chose est en train d'essayer de venir à l'intérieur de cette bulle de réalité. Je vous ai parlé tout à l'heure de réalité. Cette réalité, c'est l'interprétation du réel que nous avons. Et la peur est un signal que quelque chose est en train d'essayer de rentrer dans notre réalité. Et soit ça rentre en force et c'est un viol, et tout peut vaciller, soit j'accepte que quelque chose vienne féconder ma réalité et de l'ouvrir à plus grand. Et c'est une transformation systématique de l'information qui m'arrive. C'est est-ce qu'elle me met en danger? J'ai peur. Enfin, il y a quelque chose qui se passe, il y a un stress, il y a une angoisse qui arrive.
Quelqu'un est en train de dire dans un média Fouché est un dangereux gourou, je sais pas quoi. Ok. Qu'est-ce que je fais de ça? Non, c'est intéressant. Ça veut dire qu'effectivement, dans ce que je propose, il y a cette idée de la ritualité, il y a cette idée du refrain, il y a cette idée de la célébration collective. En fait, la personne en face a compris ça. Instinctivement, intuitivement. Il appelle ça gourou. Mais le nom du gourou, même en indien, chez les Indiens, c'est un maître de sagesse. C'est quelqu'un qui aide à aller vers la sagesse. Moi, ça me va, hein. Je suis OK de faire ça, hein. Je suis flatté même. Donc, est-ce qu'au fond, cette assertion qui m'est donnée, elle vient me mettre en danger, je vais effondrer encore plus ça, ou au contraire, je vais dire, ouais, peut-être c'est vraiment ça dont le monde a besoin, c'est d'essayer de poser une sorte de maîtrise de la sagesse, d'aller vers de la philosophie, de l'amour, de la sagesse. Pas dire qu'on est parfait, hein. C'est-à-dire juste, bon, bah ok, moi je joue du parole publique, et je vais essayer de représenter une exemplarité là-dedans, ça m'aide à être meilleur. Ok, donc cette idée que ce qui nous est tendu comme source de peur, au fond, est une opportunité de fécondité de mon univers et de grandir, de voir quelque chose de manière plus importante. Et donc, c'est quelque part la tonalité de la réponse à cette peur qui change. Quand le Covid est arrivé, moi j'ai eu peur du Covid. Hein. On nous a dit, vous allez devoir prendre en charge des gens plus que ce que vous savez faire. On nous l'a dit une semaine avant. Hein. Oh, tout le monde était tous là, oh, putain. Et la veille du confinement, du premier confinement en France, la veille du premier confinement, on a reçu une lettre d'un chef de service de Strasbourg qui a dit « Oh, on est dépassé, c'est terrible, on est obligé d'intuber les gens par dizaines, c'est horrible. » On est tous « Oh là, qu'est-ce qui va se passer là? C'est quoi cette histoire ?» Et plutôt que de refuser cette peur-là, c'est d'aller dedans, d'aller en plein dans cette peur-là, d'accepter de la traverser, d'aller au cœur du monstre. Parce que le monstre, si on se met à l'étudier, à le regarder droit dans les yeux, eh ben, on en fait autre chose que quand on le garde à distance. Si on essaie de le garder à distance, il va avoir de plus en plus grandes dents, de plus en plus grands crocs, des griffes, de folie, des ailes. Il va être de plus en plus terrifiant. Et en plus, pour le garder à distance, on va devoir comme je voulais dire, le faire venir dans notre réalité, mais de manière rituelle. C'est-à-dire qu'on va revalider le monstre tous les jours. Tel qu'il est, caricatural, grotesque, de plus en plus effrayant. Parce que tant que je le maintiens là, il n'est pas sur moi. Et je ne suis pas tenu de le traverser. Et donc, je vais en faire un monstre grotesque. Ce monstre grotesque, vous le connaissez tous. Dans les cartes du passé, il y avait les terres connues. Et en dehors des terres connues, il y avait des endroits qui s'appelaient les terra incognita. C'est la bordure à l'extérieur du royaume, quoi. Et dans ces terra incognita, si vous regardez des cartes médiévales, il y a des monstres. Il y a des énormes sirènes avec des queues fourchues. Il y a des poissons gigantesques avec des très grosses dents. Vous en avez vu des cartes comme ça? Il y a des monstres. Et tant qu'ils sont là, ça va. Tout ça, c'est les terres inconnues. On n'a pas besoin d'y aller. De toute manière, c'est dangereux, c'est monstrueux. Et c'est dangereux. Je vous donne un autre exemple de cette fabrique des monstres, par le refus de traverser la peur, l'objet de la peur. L'autre jour, je discute avec une chef d'établissement alternatif à Paris, qui fait un truc absolument merveilleux avec les enfants. Et elle me dit, mais je suis triste parce que mon neveu est dans une école strictement standard, et ils ont eu un cours d'éducation à la vie relationnelle et sexuelle, qui a consisté en 6e à 10 ans à leur montrer une scène au fond pornographique, quoi. Et elle m'a dit, il est revenu, et puis on a rediscuté avec tout plein d'autres et d'autres mamans, et en gros, un tiers de la classe a fermé les yeux et les oreilles, a refusé de regarder ça. À mon avis, réflexe salutaire. Le déni. Vous en connaissez parmi vous, autour de vous, des gens qui sont dans le déni de ce qui s'est passé. Depuis 4 ans, c'est terrible quand même. Ah bon, quoi? Non, ça va, quoi. Mais on vit pas dans le même monde, quoi. Ils refusent de voir. Et ils ont raison. C'est dangereux s'ils n'ont pas les ressources. S'ils ont 10 ans et qu'on les soumet à de la pornographie, ils n'ont pas les ressources pour faire face à cette toxicité. Il y a un tiers de la salle qui fait ça. Un tiers de la classe. Un tiers de la classe regarde médusé, état modifié de conscience traumatique, une agression, un viol de la pensée. Et ensuite, blackout. On leur en reparle, ils disent « Ah non, quel cours ?» C'est comme si ça n'avait pas existé. C'est comme si, parce qu'en vrai, ça a existé. Et c'est quelque part, enquisté. Et puis, un tiers est devenu addict au porno, à 10 ans.
sur les réseaux sociaux, etc. Ça veut dire à commencer à regarder tous les jours des films pornographiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le monstre est tellement terrible, je suis obligé de le garder là et de le revalider tous les jours dans une sorte de geste autistique. C'est exactement ce qui se passe pour un jeune de 14 ans qui est confronté à l'amour. L'amour gigantesque, l'autre, la femme, l'homme, incompréhensible pour jamais. On comprend jamais rien à l'autre. Hein. Ouais, ça c'est clair. Jusqu'à la mort, on comprendra rien à l'homme, mais à la femme. Voilà. Et c'est pour ça qu'on s'aime. Et face à ce truc terrible qui en plus peut provoquer un enfant, enfin, waouh, c'est vertigineux quand même. Ça va tout faire vaciller. Hein. Et ben, certains vont regarder par tous les trous, tous les angles de caméra. Vont regarder du porno et devenir addict au porno. À 14 ans, à 13 ans, maintenant. Vous savez que c'est de plus en plus tôt actuellement. Mais cette addiction-là, c'est une sorte de protection contre la terreur, contre le monstre. C'est la création d'un monstre grotesque. Parce que le porno, c'est un monstre grotesque. Ça n'a rien à voir avec l'amour. D'ailleurs, ça n'a jamais fait de bébé, enfin, que je sache. Et c'est une grimace horrible, en fait, de ce que serait l'amour. Et ça veut dire qu'on passe son temps à aller créer des monstres devant nous, absolument terribles, pour ne pas avoir à les affronter, pour qu'ils restent en dehors, pour qu'ils restent aux marches du royaume, dans les terra incognita, avec les monstres. Et aujourd'hui, il y a des gens, tous les jours, ils regardent le fil Telegram de Silvano Trotta, ou je sais pas qui sont intéressants, je veux dire, il y a plein de choses intéressantes, mais ils revalident le monstre, de plus en plus gros, de plus en plus horrible. La dernière d'Ursula von der Leyen, la prochaine de Berset, Bill Gates et son nouveau projet, la nouvelle loi qui est passée en France, et bam, et bam, et bam, on se fait taper dessus comme ça. Tous les jours, ils regardent ça. Et tous les jours, ils veulent le crier aux autres. T'as pas vu, mais c'est terrible, on va tous mourir, etc. Ça, c'est sûr. Je vais créer une figure d'attachement à partir de ma peur. Comme Raoult, Perron, Fouché, papa, maman pouvaient être des figures d'attachement qui me stabilisent, me rassurent dans une réalité où ça va, et me permettent d'affronter la semaine. Ben, il y a des gens, ils se mettent des figures d'attachement perverses. Il y a des gens, tous les jours, ils ont regardé Jérôme Salomon en France faire la messe des morts. En France, il y avait ça, il y avait Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, qui disait « Aujourd'hui, il y a eu 273 morts. » Oh, tout le monde, oh putain. Le lendemain, aujourd'hui, il y a eu 668 morts. Et pendant des semaines, comme ça, une messe macabre. Et il y a des gens qui ne pouvaient pas s'empêcher de regarder. Tous les jours. Attends, putain, 843. Wow. Et on est mal. Et au fond, c'est la même chose que l'attachement d'une femme battue à l'homme qui la bat. Il y a plein de femmes battues qui sont très conscientes que ça va pas. C'est pas une question d'intelligence. C'est même pas une question de sensibilité. Il y a plein de femmes battues qui sont archi sensibles, plus sensibles que la moyenne. Mais elles ne peuvent pas partir. Et même si elles partent, elles vont recréer une appartenance toxique avec un bourreau encore une fois. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est-à-dire que tant qu'il est là, la peur, elle est là. Et je vais la revalider tous les jours. Et je peux pas sortir de ça, sinon mon monde s'effondre, ma réalité s'effondre. Et je sais pas, si ce truc-là n'avait plus cette forme-là, il aurait quelle forme? Il serait partout. Il viendrait de partout, il faut que je sois au courant. Et donc je vais essayer en plus de le dire à tous les autres, de contaminer les autres de ma propre peur, en espérant m'en débarrasser au passage. Et donc je vais envoyer par mail à tous mes amis, à toute ma famille, ceux qui me font peur. Mais les gens, ils vont pas en vouloir. S'ils sont sains d'esprit, ils vont dire non, tu gardes ton truc, tu gardes ta saloperie, quoi. Je veux pas de ton film porno, quoi. C'est pas l'amour. Je veux pas de ta vision du Covid. C'est terrible de savoir que toutes ces multinationales sont corrompues. C'est insupportable. J'ai pas les ressources. Donc ils vont refuser. Et en plus, c'est pas parce que vous essayez de donner à l'autre votre peur que vous vous en débarrassez. Parce que personne d'autre que vous-même ne peut traverser votre peur. C'est quelque chose d'intime, de personnel. C'est un cadeau qui vous est fait pour dire traverse cette peur, vas-y. C'est à cet endroit-là que tu dois travailler. Et la satisfaction qu'il y a à traverser une peur, vous pouvez la toucher du doigt si vous avez déjà sauté d'un rocher très haut dans la mer ou un truc comme ça. Au début, vous n'y arrivez pas. Puis les autres vous poussent, et plus ils vous poussent, plus vas-y, moins vous avez envie d'y aller. Et puis il y a un moment où vous prenez la décision, personnellement, de le faire. Et vous sautez là,
waouh. Et si c'était drôle, vous allez recommencer en plus. Et vous allez le refaire. Si vous avez fait un plat, vous allez dire, bon, c'est bon, merci, j'ai donné. Donc voilà, c'est un élément, je pense, important, c'est se maintenir dans la peur, c'est créer un monstre dont on n'arriverait pas à se débarrasser. Donc aujourd'hui, vous avez des gens qui parlent du totalitarisme, qui parlent des nazis, etc., et qui contaminent tout ce qu'ils voient de ça, mais de manière grotesque à la fin. Parce qu'évidemment, tout le monde dans le Covid n'a pas été un nazi. C'est juste pas vrai. L'immense majorité des gens ont été ignorants. L'immense majorité des gens ont été des lâches. L'immense majorité des gens ont fait comme ils ont pu. Et c'est aussi ça, c'est si vous changez d'un coup le regard, c'est pas des moutons que j'ai en face de moi, c'est pas des endormis. C'est des gens qui ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Et qui ont fait probablement du mieux qu'ils pouvaient. Et oui, il y a quelques nazis. Effectivement, il y en a. Et s'il y en a, et que ça, c'est mon combat de vie, que c'est ce qui me fait peur, c'est ça contre lequel je dois me battre. C'est ça que je dois étudier, démanteler, trouver les failles dans le manteau, trouver entre les écailles, à quel endroit je peux planter une épée, à quel endroit je peux l'aveugler, me rendre compte qu'en me rapprochant, il a des immenses yeux, mais qu'il est myope. Je suis tellement petit qu'il ne me voit pas. Et que ce monstre, en fait, est ridicule. Il est toujours ridicule, le monstre. Monstrer, c'est montrer, c'est ce qu'on montre, c'est ce qui est spectaculaire. Et donc, tous les monstres sont ridicules. Parce qu'à la fin, il n'y a rien derrière. Vous prenez aujourd'hui le terrible monde dans lequel on vit. Oh là là, demain on n'aura plus de pognon, notre épargne va être rincée, il n'y aura plus de cash, on va bouffer du grillon. Attendez, on est ensemble, dans un beau lieu, passe un bon moment. C'est ça, le réel. Tout le reste, c'est du blabla, c'est de l'imaginaire. Et à l'intérieur de n'importe quel moment, aussi dramatique soit-il, il y a des espaces de liberté. Il y a des espaces de beauté, il y a des espaces de rencontre. Et il y a plein de gens, même parmi vous, j'en suis persuadé, pour qui ces 4 dernières années, au fond, étaient des chances incroyables de rencontre, d'ouverture, de développement, de compréhension sur le monde, de paix. Au milieu d'un monde en guerre, d'arriver à être en paix. Je suis pas pour, je suis pas contre. Non, l'Ukraine et la Russie, c'est pas mon problème. Non, Israël et Palestine, c'est pas mon problème. J'ai pas besoin d'être pour. Moi, je garde la paix. Et donc, finalement, c'est une chance qui nous arrive. Si on arrive à trouver la juste mesure, la juste tonalité de réponse à cette peur, ne pas la dénier, ne pas vouloir, ne pas y aller. Carole, vous avez vu, mon épouse, elle a étudié le Covid comme personne. Sur les vaccins, c'est probablement ça qui lui faisait peur, les vaccins anti-Covid. Elle fait partie des 5 personnes en France qui connaissent le mieux les vaccins ARN anti-Covid et ADN à vecteur adénoviral. Ça a été très précieux qu'elle se tape, je ne sais pas combien de milliers de pages de documents administratifs de merde que personne veut lire, de documents de Pfizer de merde que personne veut lire. Carole, elle les a lus, elle sait. Et à partir du moment où elle a su, elle a dit, je prends ma décision. Je prends ma décision, je serai suspendu. Je ne veux pas de cette injection. Et je ne veux pas rentrer dans ce chantage-là. Et elle l'a fait de manière complètement alignée. Ce qui fait que maintenant, quand elle revient dans son service, c'est pas elle qui a peur. C'est les autres qui ont peur d'elle. Maintenant, quand elle dit non, elle dit non. Et il n'y a personne qui peut arrêter ça. Donc, il y a aussi à voir qu'à partir du moment où vous traversez cette peur, vous devenez tellement plus fort. Vous devenez inébranlable. Et vous êtes capable de transformer le monde. Parce que là, ça y est, c'est vous qui décidez comment ça va se passer. Voilà, donc c'est peut-être ça. Donc, si je dois te résumer, tes clés pour traverser la peur, en tout cas pour cette première partie de ton propos, c'est de rester relié à l'autre dans une réalité concrète, à travers des moments simples, à travers des points communs à vivre et à partager sans chercher à avoir tort ou raison et sans chercher à prendre le dessus sur l'autre. Deuxième point, de cultiver la beauté, de cultiver l'intériorité, de se centrer et de se nourrir de notre profonde humanité dans le partage avec des êtres proches. Et puis également de confronter ces peurs, c'est-à-dire de les regarder les yeux grands ouverts et puis de se rendre compte que finalement ce ne sont que des tigres de papier. Il y a des moments où vous ne pouvez pas traverser le monstre, où c'est trop gros pour vous. Je vous donne un exemple très personnel. C'est quand la question d'Israël et Palestine est arrivée dans les médias en France. Pour moi, c'était trop dur. Voir la compétition victimaire des enfants tués d'un côté et de l'autre, c'était insupportable. Et donc, moi, j'ai dit, je peux pas en fait. Et donc, je n'ai rien écouté, je ne sais rien.
de ce qui se passe à Gaza et je ne veux pas savoir, je ne peux pas savoir. Je sais que je n'ai pas les ressources à cet endroit-là. Sur le Covid, ça va. Mais, et donc, ça m'aide aussi à comprendre ce qu'ont vécu des gens pendant le Covid. Et que chacun à son endroit a besoin aussi de se protéger. C'est pas faire l'autruche, c'est pas dire ça existe pas, c'est juste dire, je vais prendre soin de moi d'abord. Si je veux arriver à affronter ça, il faut que je sois plus fort. Et pour être plus fort, je vais nourrir mon énergie vitale. Nourrir mon énergie vitale, c'est tout ce que tu as dit, c'est la beauté, la joie, le partage, la rencontre. J'ai dit de manière un peu humoristique dans pas mal de conférences, vous aurez fait un grand pas contre le totalitarisme à partir du moment où vous rediscutez avec votre beau-frère. Et c'est un défi, y compris pour moi. J'y arrive pas, avec beaucoup de beaux-frères. Symbolique, hein. Il y a plein de beaux-frères à qui j'arrive pas à rediscuter. Quand je les croise, je me dis, mais on n'a plus rien à se dire. On est dans des mondes qui se touchent plus. Et pourtant, est-ce que je peux essayer de faire l'effort? Est-ce que je peux essayer de recréer des porosités? Parce que je sais que le totalitarisme n'est possible que parce que nous sommes divisés. Je sais que nous sommes impuissants que parce que nous sommes divisés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si nous nous mettons en résonance, aujourd'hui, on décide ensemble que l'objectif prioritaire pour les 3 prochains mois, c'est ça. Ce que vous voulez. On n'a qu'à gratter. Qu'est-ce qui en vous vibre fort? Protéger l'enfant, acheter des terres pour que des jeunes puissent s'installer en permaculture, aller prendre l'élection à Aubonne et devenir maire ou je sais pas quoi. On s'en fout, quel que soit le sujet. Si nous décidons que c'est la seule chose importante des 3 prochains mois, je peux vous assurer que nous l'accomplirons. C'est la grande surprise de Réinfo Covid. Et ça n'est pas une question d'argent. Ça n'est pas. Est-ce que nous avons décidé et mis en résonance nos énergies? Réinfo Covid est devenue une multinationale, sans argent, sans structure juridique, sans chef. C'est impossible. C'est pas possible dans le logiciel tel qu'il existe aujourd'hui entrepreneurial. Et pourtant, on l'a fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est la profondeur de ce que nous sommes possibles ce que nous avons en germe, tous ensemble, d'accomplir. Sauf qu'on est divertis au sens strict du terme. C'est-à-dire sortis, tirés en dehors de notre centre en permanence. Oh, purée, les crènes. Oh, purée, la monnaie. Oh, purée, les grillons. Oh, purée, les punaises de lit. C'est quoi le centre? C'est quoi le centre? À quel endroit, là, moi, je me tiens et qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, là, tout de suite, pour moi, c'est de rediscuter avec son beau-frère. Comment traverser la peur de la mort, la peur de perdre un proche, la peur de mourir? Quelles sont aussi tes recettes pour traverser tout cela? Alors, je me garderai bien de recettes parce que je pense que c'est une histoire intime à chaque fois. Hein. Donc, ça va être difficile de poser un algorithme. Step 0, vous branchez l'ordinateur. Step 1, vous gavez de Netflix. J'aurais du mal à vous faire un processus. Par contre, je peux vous raconter et vous témoigner de certains vécus autour de la mort parce que mon métier de réanimateur, il est vraiment autour de la question de la mort. Et en réanimation, c'est 30% presque des patients qui meurent. Et donc, c'est tous les jours. Et il y a certains médecins qui se blindent, qui font même de l'humour. Et si vous mettez une caméra dans nos salles de staff, la quantité d'humour noir qui est faite, franchement, quelqu'un d'extérieur, il se dirait « Waouh, c'est quoi ces tarés, quoi ?» Vraiment, hein. Et pourtant, l'humour aide à tenir. Et donc, je pense que ce soit pour la mort ou tout ce qu'on a traversé, la question de l'humour est centrale. Parce que l'humour est à 2 doigts entre la sortie de notre réalité et la peur des terrains inconnus. Il est à la limite, il nous aide à aller flirter, à aller jouer avec la question qui nous fait peur. À tel point que dans Réinfo Covid, pour vous donner un exemple, on avait une personne en charge de nous faire rire 5 minutes par jour. C'était sa mission. On avait décidé que dans l'équipe, il y avait une personne, elle nous sortait les caricatures, les sketchs, les machins. On a découvert plein d'humoristes, hein. Bah, vous aussi, mais on avait besoin de rire. Donc ça, c'est la première chose, c'est rire. Et vous savez qu'il y a plein de gens qui rient de la mort. La Fiesta de los Muertos en Amérique du Sud, la mort, on s'en moque. Elle est tournée en ridicule. Pour dire, bah, vous voyez, ce monstre terrible, là, avec ses os, en fait, il est branlant, et puis, hop, le squelette, il tombe en morceaux. Voilà, ça, c'est la mort, regardez, il tient même pas debout. Voilà. Et avec des chansons rigolotes aussi. La muerte no mata nadie, la mort ne tue personne, voilà. Et rien. Et donc voilà, ça pourrait être un premier élément, la question de l'humour. La deuxième chose, c'est de parler
de pas rester sur une image figée, ritualisée du monstre, mais d'être capable d'en parler. Aujourd'hui, on parle plus du deuil, on parle plus de la mort. Pourquoi on peut pas en parler? Et donc, il y a des belles choses qui ont émergé, qui sont des cafés thanato, un peu comme des cafés philo, mais où on parle du deuil, on parle de la mort, et des deuils symboliques. Parce que ce qu'on est en train de vivre, c'est un deuil symbolique de notre société occidentale et de notre confort. C'est ça, hein, auquel tout le monde se raccroche, y compris les gens au pouvoir. Hein. Ils n'ont pas compris que ça y est, c'est en train de mourir, c'est terminé. Nous sommes ramenés à la vie, à l'état de vivant. Et tout notre confort nous éteint, nous empêche de vivre. Donc il y a un choix à faire entre le bonheur et le confort. C'est pas la même chose. Le bonheur, ça n'est pas confortable. C'est comme ça. Mais c'est vivant, c'est joyeux. Moi, je ne regretterai pas les 4 dernières années, même si elles ont été très inconfortables à certains égards. Je me suis jamais senti aussi vivant. Et j'ai jamais eu autant de puissance d'agir sur le monde aussi. Et donc, avec de la joie. Donc, il y a un paradoxe, quoi. C'est que la joie vient aussi de l'absence de confort. Et de temps en temps, du confort. Mais si vous vivez dans un 5 étoiles tous les jours, vous n'avez plus le goût, quoi. Ouais. Alors que vous vivez au camping tous les jours et vous allez au 5 étoiles, là, waouh, c'est cool, hein. En sympa, là. L'humour, en parler, le vivre, le retour au réel. Pas au récit, pas au fantasme. Le retour au réel, vivre la mort. Vivre la mort, ça veut dire l'accompagner. Vous avez peut-être vu des personnes âgées qui vont à plein d'enterrements, alors même qu'elles connaissent pas la famille. Il y a des gens comme ça, des spécialistes, des femmes âgées qui vont à tous les enterrements du village, des gens qui passent leur temps à regarder la rubrique nécrologique aussi, quand il y en avait encore dans les journaux locaux. Ouf, il est mort. Ils comptaient un peu tous les copains qui meurent. Ah ouais, c'est moi bientôt là. C'est une habituation à la mort. C'est une préparation. C'est un entraînement. Ils sont en train de muscler. Ils sont en train de muscler le jeu, quoi. Course sur le stade, là, pour se préparer. Et on a besoin de ça, nous-mêmes, de se préparer à la mort. Les épreuves initiatiques sont des morts symboliques ritualisées au long de la vie. Une épreuve initiatique, vous sortez d'une condition antérieure, vous mourrez à l'enfant que vous étiez pour devenir un adulte. Vous faites l'acquisition d'une puissance d'agir. Les arcs, les flèches, les territoires de chasse de la tribu, les délibérations avec les grands du jour de la battue. Je fais une ellipse pour vous raconter une épreuve initiatique, par exemple, dans les sociétés traditionnelles, où l'enfant devient un adulte, l'enfant mâle devient un adulte et devient un chasseur. Et donc, il acquiert de la puissance. Il peut jouer avec l'arc. Alors qu'avant, il devait traîner dans les jupes de sa mère. Il meurt à l'enfant qu'il était. C'est terminé le confort des jupes de maman. Tu dois être un homme maintenant, mon fils. Et si tu es un homme, tu as cette puissance-là. Mais cette puissance se double de responsabilité. Tu as toute cette puissance de chasser parce que tu dois nourrir la tribu. Ah, ça veut dire que, est-ce qu'on a des épreuves initiatiques dans nos vies ritualisées, dans notre société occidentale? Ou est-ce que l'enfant reste Tanguy jusqu'à 45 ans, vit chez ses parents, vous en avez peut-être encore chez vous, et n'arrive pas à partir? Il n'arrive pas, mais il doit partir. Il doit partir, sinon il avorte sa vie. Sinon sa vie n'a aucun sens. Et ça, il y a la création d'épreuves initiatiques autour de nous et pour nous-mêmes. Je pense que c'est un élément très important dans cette préparation à la mort. Dans le yoga, pour ceux qui font du yoga, vous savez qu'une des postures, c'est Savasana. Savasana, c'est quoi? La posture du cadavre. Allongé sur le dos, comme ça. C'est le cadavre. Tous les jours, le yoga prépare à la mort. Tous les jours, le pranayama prépare au non-souffle, à la mort. Vous ralentissez la respiration. En une seule respiration, vous apaisez le bruit intérieur. Tout s'arrête, le temps se dilate. Toutes les choses fictives n'ont plus d'importance. En une seule respiration, vous vous préparez à la mort. Et si vous ne faites pas de yoga, c'est pas grave. Tous les soirs, vous vous couchez. Tous les soirs, vous vous allongez et vous perdez conscience. Tous les soirs, vous mourrez à vous-même. Et donc, remettre cette conscience-là chaque jour,
pour moi, est importante. Dernier élément, dans l'ancien temps, les gens portaient le deuil. Ils le portaient physiquement, ils le montraient aux autres. Aujourd'hui, on fait semblant que tout va bien. Les gens qui ont perdu quelqu'un, très souvent, au bout de quelques mois, on fait comme si non, mais c'est bon, c'est passé, quoi. C'est pas passé, c'est encore plus douloureux à 1 an que le jour où c'est arrivé. Parce que là, tout le monde s'en fout, en plus, au bout d'1 an. Mais vous êtes tout seul avec votre silence et votre perte. Et donc, reporter le deuil et le montrer aux autres. Qu'est-ce qu'on a perdu dans cette crise Covid et dont on doit dire aux autres qu'on l'a perdu et le montrer et le vivre. Et vivre le chagrin aussi que ça suppose. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment actuellement et c'est que le début. Et ça va nous convoquer à quelque chose. C'est est-ce qu'on veut faire face à ça tout seul? Et on a beaucoup parlé d'un travail personnel et individuel là-dedans. Il est très important, mais il est que le départ. Si je veux rester tout seul face à ce qui nous arrive, je serai broyé et laminé quand même. Il y a des gens qui ont essayé de faire l'instruction en famille au moment où les enfants étaient maltraités dans les écoles en France. Ils avaient des masques, etc. Donc ils ont retiré leur enfant de l'école. Sauf que pour beaucoup d'entre eux, ça s'est pas très bien passé. Parce que d'une part, votre enfant n'a pas envie d'apprendre avec vous. Vous n'êtes pas là pour ça. Et d'autre part, parce que l'administration est venue les challenger, dire vous n'avez plus le droit de faire l'instruction en famille. Et en France, aujourd'hui, l'instruction en famille, c'est devenu ce qu'on appelle un régime dérogatoire, alors qu'avant, c'était un régime déclaratoire. C'est-à-dire qu'il suffit de dire je fais l'instruction en famille, et c'était OK. Maintenant, il faut que vous ayez un agrément. Or, il est refusé 100% du temps, maintenant, en France, dans certaines académies. C'est-à-dire que vous avez, en pratique, plus le droit de faire l'instruction en famille. Votre enfant est rapté par l'école. Et donc là, il y a des gens qui ont fait de l'instruction en famille et qui ont dit « Attendez, c'est vachement dur, en fait, en plus, j'ai plus le temps de bosser et tout ». Ils se sont mis à plusieurs, ils ont fait des collectifs d'instruction en famille. Ils ont commencé à répondre à l'administration. Ils ont commencé à faire des courriers systématiques. Ils ont commencé à faire des dossiers. Ils ont fait des suivis pédagogiques bien formalisés pour qu'ils rentrent dans les clous de ce qu'on leur demandait. Eux, ils ont commencé à avoir beaucoup plus d'agréments que les autres. Et puis quand il y avait des visites, il y avait plein de familles qui venaient et qui mettaient la pression sur le gars qui fait l'inspection. En disant, vous voyez, on n'est pas seul là. On est tout plein de gens qui s'entraident à le faire. Il y en a qui sont allés encore et qui ont fait des très belles choses. C'est-à-dire, il y avait tellement de mutualisation d'ateliers que le cousin, le beau-frère, l'oncle, la tante proposent de faire de la grammaire, du sport, du machin, du truc. Enfin, ça faisait une super proposition pédagogique pour les enfants, en vrai. Et en plus, ils retrouvaient d'autres enfants dans ces moments-là. Donc, il y avait aussi la socialisation. Et donc, à Lyon, par exemple, il y en a qui se sont dit, mais attendez, ce qu'on fait là, en fait, c'est une école. On va faire une école. Et ils ont fait des écoles. Et donc, il y a tout un mouvement de création d'écoles. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. C'est l'institution vacille, tous nos repères stables, confortables, dans lesquels on vivait, la sécu, l'hôpital, machin, vacillent. Si je prends que l'exemple de la santé, il y a encore 80 ans, quand vous disiez à quelqu'un, il faut que j'aille à l'hôpital, il faisait, oula, bonne chance, hein. Mal barré, quoi. Et ils se tenaient loin de l'hôpital, ils se tenaient loin des médecins, ils en avaient peur. Et puis, il y a eu une espèce de parenthèse enchantée. On va à l'hôpital comme ça, quoi. Je veux maigrir. Ok, vas-y, on va t'arracher la moitié de l'estomac, tout va bien. Ok, il n'y a pas de problème. Je veux faire ci ou ça. Et avec une grande confiance dans l'hôpital. Puis là, revient de non, je vais peut-être pas aller à l'hôpital là. Parce qu'en France, vous le savez peut-être, mais il y a des gens, ils font la queue pendant 7 jours aux urgences. Et il reste 7 jours à l'UHCD, le de service tampon des urgences. Et il y a eu des morts. Il y a des vieilles personnes, des personnes âgées qui ont eu des fractures du col, truc très simple normalement. Ben, on leur a pas donné à manger, on leur a pas donné à boire. Pendant 7 jours, ils sont morts. On ferme les maternités de proximité, donc les femmes, elles accouchent dans les taxis ou dans la rue, parce que la mater, elle est à 2 heures de distance maintenant, à plein d'endroits. Donc on est en phase de paupérisation extrêmement rapide en France, à un niveau que vous imaginez pas dans le confort douillet suisse, mais qui est très très profond. D'ailleurs, vous devez avoir des travailleurs français qui viennent, je pense. Prendre le bateau, il y en a peut-être là. Et est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est dramatique? Ça fait peur, ça. Il y a plein de gens, au fond, ils avaient leur épargne sur un compte en banque, on leur livrait un en France, parce qu'ils avaient peur de plus tard. Parce qu'ils avaient peur pour leurs enfants, pour plus tard. Si je lui laisse 20 000 balles dans un coin, quand même, ce sera plus facile. Ben là, tout est en train de vous dire, non, ce futur-là, il n'existera pas. Votre épargne va être rincée, on va vous la voler de toute manière.
Et c'est ce qui se passe en France. Hein. Il y a eu plusieurs déclarations publiques. Raphaël Glucksmann, qui est un des responsables du PS, a dit de toute manière, nous devons rentrer en économie de guerre. Et puis le lendemain, Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'économie, a dit non mais de toute manière, on viendra chercher votre argent sur votre épargne, parce qu'on en a besoin pour soutenir l'économie de guerre. Donc là, il y a tout le monde qui fait où est-ce que je mets mon pognon, quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Là, ça va stimuler la créativité. La créativité. En Suisse, ouais. Et pour moi, il y a vraiment tout un champ qui est celui de l'action collective. Et je sais que pour beaucoup, c'est un peu douloureux la question du collectif. C'est pareil, ça fait peur, c'est chiant, il faut se taper les égos, les gens ils s'entretuent après. Collectif, c'est gentil, mais bon. Sauf que là, tout seul, on n'y arrivera pas. Et donc, il y a un vrai enjeu. Merci, alors c'est intéressant. J'ai fait des conférences avec Thomas Dansbourg et avec d'autres sur la question de la communication non violente, puis c'est quelque chose, moi, qui me touche. Hein. Je suis dans une logique non violente. Mais je suis dans une logique non violente de manière pragmatique, pas idéologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense à un niveau, après je reparlerai à un niveau individuel, mais à un niveau systémique, que la non-violence n'est pas une option. La non-violence, c'est la seule option. Les gens au pouvoir ont tout le pouvoir médiatique, tout le pouvoir monétaire, tout le pouvoir exécutif, tout le pouvoir législatif. Ils peuvent décider une loi demain pour vous mettre en tôle. Tout le pouvoir judiciaire, tous les jugements qui ont été rendus dans la question du Covid ont été défavorables aux plaignants. Quoi faire? Si je rentre dans l'art de ce système, je me ferai laminer, je me ferai défoncer. La non-violence n'est pas une option, elle est la seule option. Par les faits. Mais ça n'empêche pas, en même temps, de dire je dois regagner de la puissance d'agir médiatique, narrative, être capable de raconter une autre histoire. Je dois gagner de la puissance législative, être capable de dire les lois ne sont pas leur outil, c'est mon outil et je fais partie de ces trucs-là. Pareil au niveau monétaire, pareil au niveau exécutif, pareil au niveau judiciaire, pareil pour tous les champs sur lesquels on est exproprié de notre possibilité d'agir, que ce soit le champ de l'agriculture, de la paysannerie, de l'agroalimentaire, etc. C'est comment je réacquiers de l'autonomie dans tous ces champs, tout en essayant de ne pas me faire tuer au passage. Parce que vous savez que tous les leaders non-violence sont assassinés. Et donc, il y a une vraie prudence à avoir. Cette prudence, c'est, ok, c'est quoi? C'est une vraie réflexion profonde sur qu'est-ce que c'est la non-violence. Pour beaucoup de gens, la non-violence, c'est une sorte de dictature de la bienveillance. On devrait tous être gentils les uns avec les autres, etc. Pas ça, la non-violence. Ça s'appelle pas bienveillance, d'ailleurs. C'est une transformation alchimique de la violence en autre chose. Je serai assailli par la violence de l'autre. Ça va tout le temps arriver. Est-ce que je peux, par ma propre violence, est-ce que je peux transformer ça en autre chose? Et là, c'est pas simple, en fait. Personne n'a dit que c'était facile. Hein. C'est même la voie la plus difficile. C'est plus facile de prendre les armes. Et il y a plein de gens, ils n'ont pas les ressources pour aller faire de la non-violence. Et c'est très bien s'ils prennent les armes. Il en faut. Il faut des gens qui challengent le pouvoir autrement. Gandhi l'avait dit, hein, contre les Anglais. Pour qui la solution c'est de prendre les fusils, prenez les fusils. Et c'est pareil dans ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est tous les gens en colère disent ouais, vous fichez de l'opposition contrôlée, avec son histoire de non-violence, etc. Il faut leur rentrer dans l'art, il faut tous les mettre en prison, etc. Mais vas-y, Coco. Et donc il y a plein de gens qui veulent se débarrasser de la responsabilité de ce qu'ils ont à faire en disant pourquoi les autres le font pas? Pourquoi les autres le font pas? J'ai été le premier à dire ça. Dans le Covid, j'ai dit mais pourquoi les réanimateurs parlent pas? Qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi les chefs de service de réa parlent pas sur ce qui se passe vraiment en réa sur le Covid? J'étais en colère, j'en parlais à Carole, etc. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, mais c'est parce que c'est toi qui dois parler. C'est tout. Ah d'accord, mais j'ai peur de parler. Mais oui, c'est ça. C'est là que tu dois aller. Ok, mais je vais tout perdre. Oui. Tu vas perdre ton travail, tu vas perdre... Ah bon, et c'est ça que je dois faire. Oui, c'est ça que tu dois faire. C'est tellement ça que tu dois faire que tu vas recevoir des signes que c'est ça que tu dois faire. Tout le monde va t'aider. Les journaux vont t'appeler. Quand tu vas parler, tu vas bien parler. Mieux que ce que tu aurais choisi de parler. Tu vas trouver des mots que tu n'aurais pas trouvés spontanément. Le destin va te guider sur cette mission héroïque-là. C'est ta mission, c'est comme ça. Et chacun a sa mission héroïque. Il y en a, c'est de faire le cake aux olives pour la manif. Ben, c'est bien, c'est une mission héroïque, je veux dire, il en faut. Pas tous vocation à être, je sais pas moi, Bill Gates, un héros moderne. Non, donc,
il y a plein de signes pour nous dire où elle est. Et chaque fois qu'on veut dire à l'autre, c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois penser, non, qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que je dois incarner comme exemplarité? Qu'est-ce que je dois porter au monde? C'est pour ça que il n'y a pas de raison de convaincre qui que ce soit. Il y a un jeu de mots de Thomas Dansbourg là-dessus, c'est personne qui a envie d'être un convaincu. Non, personne qui a envie d'être un convaincu, quoi. Et donc, il n'y a pas besoin de convaincre ou de rediscuter, il y a besoin justement d'essayer de trouver, au fond, qu'est-ce que je veux dans cette relation avec l'autre? Si je veux quelque chose sur lui, ou de lui, je suis dans une démarche violente. Je n'ai pas à vouloir quelque chose de quelqu'un d'autre. Il n'y a que moi qui ai à peupler ce monde de ce que je veux. Et sinon, j'attends un sauveur. Sinon, j'attends quelqu'un qui est une maman, un papa, qui va décider pour moi, etc. C'est moi qui décide. Si avec mon beau-frère, je veux réussir à le convaincre qu'il a été un gros con de se vacciner, est-ce que je peux questionner ça? C'est déjà une violence. Pourquoi je veux ça sur l'autre? En fait, je voudrais du pouvoir d'agir. Je voudrais pouvoir dire le vrai. Je supporte plus l'injustice. Je supporte plus l'imposture. Je supporte plus le mensonge des multinationales. Je voudrais que les multinationales tombent. Ben, ça, on contacte le besoin de fond, peut-être. Il y en a peut-être d'autres, plus loin, quoi. Parce que souvent, il faut gratter les besoins les uns après les autres. Les besoins de fond. Et peut-être qu'en allant voir son beau-frère, en lui disant, tu sais quoi, je me sens vraiment mal que les multinationales décident de notre destin. Ça me rend triste, ça me rend en colère, et j'ai peur. Est-ce que tu saurais m'aider à trouver un moyen d'avoir moins peur, d'être moins en colère sur ce sujet-là, ou d'en parler avec moi? Si vous êtes sur votre besoin à vous, l'autre, il dira jamais non à la discussion. Vous l'agressez pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pour moi, les gens les plus pervers au sommet du système sont ceux qui ont le plus peur. Les gens qui veulent tout le pouvoir, tout l'argent, c'est ceux qui, en fait, n'en ont aucun. Ils sont incapables de rien, sont des tout petits bébés. Emmanuel Macron, c'est un enfant, minable. Gabriel Attal, vous avez vu sa gueule, enfin, c'est plus qu'un enfant, quoi. C'est un ado. Et donc, c'est des gens qui font pitié, au fond, qui ont probablement été très maltraités, violentés d'une manière qu'on peut même peut-être pas imaginer, et qui ont besoin, enfin, je sais pas de quoi ils ont besoin d'amour très profondément. Donc, ils veulent tout le pouvoir et tout l'argent pour avoir tout l'amour. Et en fait, tout le monde les déteste. Donc, ils arrivent, en plus, au maximum de contre-productivité de ce qu'ils cherchaient à faire. Et donc là, il y a vraiment une question de conscience à mettre sur ce qu'on est en train de faire chacun. Si je crée une émission ou je fais un truc ce soir, si c'est pour avoir votre amour, je me trompe en fait. C'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Il faudrait créer une relation intime avec chacun d'entre vous, voilà, et dire mais pourquoi t'as tant besoin d'amour? T'as manqué d'amour de tes parents ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai vu plein de gens dans la résistance instrumentaliser les outils qu'on avait mis en place pour aller chercher de l'amour. C'est-à-dire vouloir passer sur des écrans, vouloir parler publiquement dans des manifs, etc., pour être aimé. Mais c'est normal, c'est légitime de vouloir être aimé. Je mets pas ça en cause, tout le monde a besoin d'être aimé. Mais par contre, ils tordent un outil qui n'est pas fait pour ça. Le conseil scientifique indépendant n'est pas fait pour être aimé. Il est une célébration rituelle collective du jeudi soir pour permettre aux gens de discuter les uns avec les autres et de reparler avec leurs beaux-frères. Donc la parole sera nécessairement prudente. On ne parlera pas de graphène, on ne parlera pas de machin. C'est une parole prudente parce qu'on cherche à ce qu'elle soit audible par votre beau-frère. Donc on ne cherche pas à être aimé. Ça ne va pas être démagogique pour garder le cheptel des résistants dans la peur. Vous savez, il y a le graphène, vous savez, il y a Ursula von der Leyen l'année prochaine. Ça, c'est une manière de vous maintenir captif, asservi. Et donc la peur est un outil d'asservissement qu'on utilise sur l'autre. Est-ce que tu peux nous donner des raisons d'espérer à travers des projets dont tu es témoin, que tu vois s'épanouir, se déployer au service du collectif et guidé par l'amour? Alors, guidé par l'amour, j'en sais rien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont guidées par l'amour. Et je voudrais faire attention à pas galvauder le terme, parce que vous voyez aussi plein de vrais gourous qui utilisent la question de l'amour pour aller prendre du pouvoir sur les autres. Et ça, j'ai été très surpris dans le champ de la médecine allopathique que je pratique, voilà, avec son côté un peu borné, un peu simpliste. Les méchants, ils sont clairs. On sait qui est méchant, quoi.
Les multinationales de la data, du médicament, les gens du Conseil de l'ordre, les gens de la HAT, on les connaît, je veux dire, enfin voilà, ils sont méchants. Ils cherchent pas le bien commun. Ils cherchent l'argent, le pouvoir, ok, bon, ouais, on comprend, hein. Il y a quand même un moteur profond des gens, l'argent et le pouvoir, parce qu'ils ont peur de la mort, parce qu'ils ont peur de pas être aimés, hein. Donc ils veulent tout le pouvoir et tout l'argent pour jamais mourir. Les transhumanistes l'ont dit d'ailleurs, hein, ils arrivent à la conclusion honnête sur leur propre peur. On veut pas mourir, on veut se télécharger sur une clé USB, soit. Ok. Ou partir sur Mars, ok. Vas-y Elon, sans moi. Et alors que dans le champ de la médecine naturelle, alternative, etc., là j'ai découvert ce champ-là ces 4 dernières années, je connaissais pas tellement moi. Et au contraire, c'était honni, hein, ça faisait partie des choses dont on n'a même pas le droit de parler en France. C'est plus libre en Suisse, mais en France vraiment il y a une paranoïa de notre médecine allopathique qui consiste à considérer tout le reste comme justement des dérives sectaires. C'est drôle, hein, c'est cette inversion accusatoire permanente. C'est-à-dire, enfin bon, je vais pas aller trop loin là-dessus, mais et donc là, les repères étaient beaucoup plus flous pour moi, parce que les gens parlaient tous d'amour, de soins, de santé, etc., tout en étant parfois des vrais charlatans, quoi. Et dis bon, alors c'est quoi les repères, quoi? Donc voilà, je ferai attention à cette question d'amour et pour la garder dans justement la sphère intime, que ça reste quelque chose qui est précieux, qui a un nom secret. Les choses précieuses, il faut les garder secrètes, il faut les garder intimes, surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement. Parce qu'on est en train de mettre en place un panopticon, une société où tout est vu et su en permanence de vous, où vous êtes surveillé par votre téléphone portable, où il y a des caméras sur toutes vos autoroutes en permanence, tous les 200 mètres, quoi. Je ne crois pas qu'on puisse passer vraiment sur l'autoroute, c'est plus intime là, hein, en Suisse. Hein. Vous êtes filmé souvent, hein, quand même, j'ai remarqué. Et quels espaces restent de secret? Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui fondait la stabilité et la récurrence à travers la tempête, c'était la répétition, le refrain. Et le premier refrain, c'est le prénom qui nous est donné. Qu'est-ce qui reste de nous, enfants, quand on est né? Là, maintenant. De moi, pas grand-chose, quoi. Ça, je vois pas. Et notre corps passe son temps à nous trahir, même. Vous savez, la vieillesse est un naufrage. Mais c'est vrai déjà dans l'enfance. Hein. Un enfant, il fait 3 kilos à la naissance, 3,5 kg, il va faire 10 kilos, ou 9 kilos, 10 kilos au bout d'un an. Il a triplé son poids. Vous imaginez si ça nous arrivait maintenant, hein? On triple notre poids, notre corps nous trahit. Hein. Il se passe quelque chose là. Qui je suis? Donc l'enfant lui-même, il sait même plus qui il est. Particulièrement à l'adolescence. Il se couvre de boutons, il a des seins, des poils, tout ce qui se passe, quoi. Et il y a une trahison. Qu'est-ce qui reste? Le prénom. Le prénom reste. Il est là. Il est un cadeau qui est donné pour toute la vie, pour avoir un fil rouge tendu à travers la vie, malgré toutes les transformations. Et dans certaines ethnies, il y a des prénoms secrets. J'ai été au Vietnam, pendant 6 mois, j'ai travaillé là-bas et j'étais invité à un baptême un jour. Le baptême, c'était au bout d'un an, et un baptême vietnamien, quoi. Et je comprends pas parce qu'il m'avait dit un prénom de son enfant avant, et là, d'un coup, le prénom changeait le jour du baptême. Elle dit, ah oui, le premier prénom, on l'avait appelé petit démon, petit gros, je sais pas quoi, enfin, la traduction, c'était à peu près ça. Ah bon, petit gros? Oui, comme ça, les démons avaient ce prénom-là, et s'il devait mourir, il aurait été emporté, etc. Et maintenant, on va lui donner son vrai prénom. Ça, on avait gardé secret son prénom pendant 1 an pour que les démons puissent pas le prendre. Alors, c'est lié à de la mortalité infantile, c'est lié à plein de choses, mais c'est lié à cette idée-là qu'il y a quelque chose de secret à garder. Donc, pour moi, cette question de l'amour, elle doit rester secrète, discrète et intime. Et c'est un des enjeux, pour moi, d'espérance, c'est que des espaces d'intimité se recréent de partout. Et c'est une des choses qu'on a à faire. De pas régler nos affaires sur Twitter, de pas espérer changer les choses par Facebook, etc. C'est pas là que ça se passe. C'est dans le réel. Et il y a plein de gens et ça c'est une de mes réjouissances, il y a plein de gens qui comprennent que ça n'est pas sur Facebook et Twitter qu'on va changer les choses. Par contre, c'est là qu'on va scander le récit dominant, qu'on va changer l'histoire dominante. Et donc c'est très important de rester aussi dans cet espace de combat-là, tout en nourrissant des espaces intimes de création en local enraciné. Donc on va exister dans un monde translocal, numérique, où on va dire des choses, mais je dirais pas les mêmes choses sur ma chaîne YouTube que ce que je dirais ici dans cet espace plus intime, que ce que je dirais avec Isabelle, avec des amis, dans un espace encore plus intime. Et puis ce que je dirais avec Carole, entre nous deux. Il y aura des pelures d'oignons dans ce monde-là. Et donc pour moi, un des enjeux, c'est de recréer ces pelures d'oignons-là. Et ce que je vois, c'est que les gens sont en train de le refaire doucement. Donc je peux donner des exemples en santé.
Il y a pas mal de soignants qui ont été suspendus en France qui ont choisi de pas revenir. Parce qu'il y a eu trahison, parce que surtout ils sont passés à autre chose. Moi le premier. Est-ce que je vais refaire de la réanimation? J'en sais rien. Je suis pas sûr. Par contre, j'ai envie de soigner toujours. Mais autrement, j'ai découvert plein d'autres façons de soigner. Et là, on a tissé un réseau d'initiatives de santé intégrative qui s'appelle Une Autre Santé. Et je vois plein de groupes émerger de partout. C'est très foisonnant. Alors là-dedans, il y a à boire et à manger. Hein. Parce qu'en plus, notre but, c'est pas de faire un truc unique. C'est au contraire de laisser foisonner des mauvaises herbes. Vous savez qu'il y a des mauvaises herbes, c'est pas des mauvaises herbes en fait. C'est des plantes adventices. C'est celles qui viennent en premier sur le terrain vague. Quand il n'y a plus rien, elles viennent pour le pissenlit décompacter la terre. Ok. Et puis, elles vont vivre leur vie le temps qu'il faut pour décompacter la terre. Chacune des initiatives qui va arriver pour une fonction propre qui consiste à recréer un terreau fertile pour qu'il puisse y avoir des arbres. Et les arbres, c'est les institutions, c'est la santé, c'est les médias, c'est l'école, c'est ça les arbres, c'est ceux qui tiennent notre réalité. Et ceux-là, ils peuvent pas pousser tout de suite sur un terrain vague. Donc pour le moment, il n'y a pas d'arbres, et c'est tant mieux. Il y a un terrain vague, les arbres sont morts, et il faut prendre des morceaux d'arbres, et on les reprend pour aller composter tout ça, et que des mauvaises herbes poussent. Comme dans la chanson de Brassens, vous savez, je suis de la mauvaise herbe, braves gens. Et donc ça, c'est dans le champ de la santé. Il y a plein d'initiatives avec des gens qui font de l'Ayurveda, de la médecine chinoise traditionnelle. C'est drôle parce qu'ils viennent féconder notre médecine allopathique avec plein d'autres choses. Et y compris dans l'institution qui se meurt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'hôpital, en cancéro, il y a plein de propositions alternatives qui existent. Pourtant, le Conseil de l'Ordre, dans ses avis, dit que c'est de la dérive sectaire. Mais en cancéro, ils le font. Donc, le Conseil de l'Ordre pourra bien dire ce qu'ils veulent. Dans les hôpitaux, en cancérologie, dans les centres de lutte contre le cancer, ça existe. Et c'est pareil dans l'école. L'école se meurt, enseigne des conneries aux enfants, l'éducation sexuelle, ça. Mais dans le même temps, on n'a jamais autant parlé des émotions. On n'a jamais autant parlé de communication non violente. Il y a tout un groupe qui s'appelle Déclic, qui vient faire des formations de communication non violente, et y compris dans les équipes pédagogiques. Fait que les gens commencent à se parler un peu mieux, et moins de souffrance, etc. On n'a jamais fait autant de yoga, de méditation, de séances de relaxation, pris soin des rythmes de l'enfant. C'est là, en fait, et y compris dans l'école publique. Donc il y a ce paradoxe en permanence d'une structure institutionnelle qui se meurt et qui se raidit sur sa mort. Elle se crispe pour essayer de tenir sa réalité. Donc elle veut répéter les choses de manière autistique. Ah, le vaccin est suresefficace, le vaccin est suresefficace, le vaccin est suresefficace. Oh, Coco, respire. Non, le vaccin n'est pas sûr, tu vois. Mais il y a d'autres moyens, t'inquiète pas. On va lutter contre cette terrible épidémie autrement. Ok. Et donc les gens répètent en boucle des choses qui sont des slogans, qui sont même plus leurs pensées. Ils ont plus de pensée propre. Et vous êtes dans un asile à ciel ouvert. Et autour de nous, c'est un asile à ciel ouvert. Hein. En France, faut regarder ce qui se passe. Hein. Les gens, ils sont devenus maboules, vraiment. Hein. Voilà, j'ai plein de témoignages à l'hôpital. Nous, waouh, tous les soirs, on se dit. Et dans le même temps, il n'y a jamais eu autant de foisonnement de possible. Vous avez une crypto-monnaie CBDC, on appelle ça les Central Bank Digital Currency, qui vont en gros être imposées en Europe, avec une banque centrale mondiale qui décidera si vous avez du pognon ou si vous n'en avez pas. Si vous êtes d'accord avec le Covid, si vous faites des fake news, vous n'en aurez plus. Nous, ça nous est arrivé. Hein. Vous savez, notre compte en banque a été saisi au moment de la suspension, donc on a compris. Votre argent n'est pas votre argent. Ok, ah ouais. Ça va mieux là. Faut que je dessoule un peu, mais ça fait mal à la tête, mais d'accord, j'ai mieux compris là. Pendant plusieurs mois, vous ne pouvez pas disposer de votre compte en banque. Ah ouais, tiens, parce que j'ai parlé publiquement et parce que j'ai décidé de ne pas prendre un vaccin. Ok, je comprends mieux. Donc il y a à la fois ça, et il n'y a jamais eu autant d'initiatives monétaires. Même en volume, hein, c'est-à-dire que ce soit des gratiférias, c'est-à-dire des moments de gratuité stricte, comme des brocantes, mais où tout est gratuit. On se met dans la rue et on fait une gratiféria. Vous pouvez jouer à ça, c'est très marrant. Hein. Le jardin d'échange universel, on s'échange du temps, du don, plein de dons, dans les collectifs, notamment Réinfo, etc. Il y a eu énormément de dons, et en passant par les cryptos, avec les crypto-monnaies, avec du bitcoin, tout ce que vous voulez, il y en a plein en fait. Il y en a plein. Et donc il y a un foisonnement d'initiatives et de possibles dans tous ces champs institutionnels qui sont en train de se mourir. Et là, c'est chacun essayer de sentir à quel endroit, moi, ça me fait vibrer, à quel endroit j'ai de l'énergie, à quel endroit j'ai de la joie. Et pour moi, un des moteurs, enfin, vraiment des boussoles à travers toute cette tempête, c'est la paix et la joie. Est-ce que ce que je fais me met en paix
est-ce que ce que je fais me met en joie? Si je veux absolument convaincre mon beau-frère et que ça me met en colère, etc., je me gourre d'objectifs. C'est pas à cet endroit-là qu'il faut que j'aille. Je vais y perdre mon énergie, je vais me brûler les ailes pour rien. Ça sert à rien, c'est pas grave, faut que je renonce. C'est très douloureux des fois, hein, si c'est ma fille, mon fils, mon père, ma mère, c'est très douloureux, mais c'est comme ça, c'est leur destin. Ça m'aide à comprendre que mon fils, c'est pas moi, qu'il doit vivre sa vie, c'est à lui en fait, ça lui appartient. Et c'est un cadeau de lui rendre. C'est ça l'autonomie. Je peux pas prôner l'autonomie alimentaire si je veux contraindre l'autre à penser comme moi. C'est contradictoire. Je peux pas vouloir la paix là-devant si je l'ai pas là-dedans. Donc on peut finir là-dessus. La paix et la joie comme boussole à travers les tempêtes. Les tempêtes vont se succéder, de plus en plus importantes, de plus en plus violentes, mais elles sont nécessaires. Et pas forcément pour ceux qui sont dans cette pièce, mais plutôt pour ceux qui ont écrit les articles, qui parlent sans savoir de ce qui se passe dans cette pièce, qui eux ont besoin d'un putain d'électrochoc pour arriver à retrouver quel est le nœud important au cœur d'eux-mêmes, où il faut qu'ils aillent mettre de l'énergie. Voilà. Mais merci à vous. Merci à vous.